OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission très particulière et spéciale parce qu'on a un témoignage, quelqu'un avec qui j'ai fait j'ai recueilli son témoignage. C'est une enquête qu'on a faite depuis 2016 en fait, mais je le connais depuis un petit peu plus de temps que ça, là. Mais au moins 4 ans, 5 ans avant. En tout cas, ça fait plusieurs années que je le connais. Je sais aussi que cette personne-là est très crédible. Donc, il est ici en studio avec nous. Mais j'ai aussi quelqu'un en studio qui est professeur de sciences retraité, qui va poser des questions. C'est quelqu'un qui a un grand intérêt au quantique et tout ce qui est particulier, qui est inexpliqué. Mais je trouve ça le fun que, dans un sens, parce que c'est la science en même temps, il y a un intérêt, il y a une forme de scientifique. Donc, en fait, j'aime ça, parce que ça confirme que c'est pas tous les scientifiques qui sont fermés à ces sujets-là. Et un petit peu plus tard dans l'émission, nous allons aussi rejoindre Raymond Choquette. Raymond Choquette, il va être avec nous parce que Raymond aussi est venu la semaine dernière avec moi. On est retourné sur les lieux où est-ce que des observations qui ont lieu et on a ramassé encore de nouvelles données et on a fait des observations assez intéressantes. Et dans à peu près vers 11h30, je devrais rejoindre notre ami Raymond. Alors, en studio, aujourd'hui, Christian Bédard. Comment ça va, Christian? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Tu me rappelles, c'est en 2016, l'observation que tu as faite, à la Pointe Platon, pour ce qui est de la porte dimensionnelle. Exactement. C'est sur le long de la 132. C'est ça. Mais c'est pas la seule observation que tu as faite, parce qu'on a jasé souvent. Tu me rappelles souvent pour me dire, as-tu vu ça? J'ai vu ça, j'ai capté ça. Et tu as pris des photos, justement, de certaines choses, un engin qui aurait été vu dans le ciel à l'époque au-dessus de l'île, pas loin de l'île, ou la baie de Beauport, ou dans ce coin-là. Au-dessus de la baie de Beauport environ. Moi, j'étais à Québec, en train de me promener. Ceux qui connaissent le coin, c'est sur le long du bord Laurentien. Et puis, quelque chose de particulier a attiré mon attention, comme un arbre, un sapin de Noël. Oui, selon la photo, c'est vrai que ça peut ressembler à ça aussi. Ça peut ressembler à ça. C'était des lumières. Même principe que c'était un triangle. Puis, en grossissant la photo, on s'est aperçu que là, c'était pas un sapin de Noël, c'était plus un engin. Ben oui, un sapin, il n'y a pas... non, mais je veux dire... Ça passe sa place dans le ciel, là. Oui, je sais, mais je veux dire, en grossissant, c'est qu'on s'est aperçu que c'était un engin. Puis, ça se situait, si on est sur le long du Laurentien, c'était à gauche, qui veut dire que c'est à peu près vis-à-vis du château Frontenac, qui veut dire que ça tombait à peu près dans la baie de Beauport. Okay. Puis, écoutez, on a fait l'histoire s'est déroulée que là, ça fait plutôt bizarre, mais quelqu'un qui était plus ou moins initié à ces phénomènes, ça passait inaperçu parce que c'était comme un sapin de Noël. Mais toi, tu es un gars d'extérieur, d'abord? Parce que tu fais beaucoup de marches, tu fais beaucoup de bicyclettes aussi. Oui. Donc, tu es constamment à regarder dehors, à l'horizon, que ce soit à l'horizon ou dans le ciel. Mais depuis que tu as vu tes premières observations OVNI, ça date de quand? Je vous dirais dans les années début 70, aussi qu'on... Dans ce temps-là, fallait pas trop en parler parce qu'on était vu comme comme un genre de malade entre les deux oreilles. Mais là, aujourd'hui, c'est que là, après, ça s'est tranquillisé. Mais là, depuis les années 2000, j'ai beaucoup plus de preuves avec des photos. Ouais. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites.
Ben, dans les années 70, on n'avait pas de cellulaire qui prenait des photos non plus. On n'avavait rien tout près. Puis c'est pas toujours évident de traîner son appareil dans le cou. 45 mm. En plus. Puis c'était du papier, c'était sur papier qui 35, fait qu'on... 35. 45, il n'y a pas un fusil qui... Bon, on va laisser faire utiliser, mais ben, pour faire l'histoire courte, c'est que là, c'est beaucoup plus facile de nos jours de prendre une photo, puis de la grossir, puis de la travailler. Pas pour la modifier, mais pour voir qu'est-ce qui peut se passer. Mm-hmm. Sur un 35 mm, on prend en photo, c'est d'acide d'assort, à part d'avoir une technologie à la maison pour faire des agrandissements. Mm-hmm. Mais à part ça, c'est que là, c'est sûr que... Puis c'était pas numérique à l'époque non plus. Non, c'était pas numérique. Ça veut dire que là, à cette heure, c'est écoulé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Et puis, les preuves ont devenu plus tangibles. C'était plus facile à prouver qu'est-ce qui s'était vu par d'autres personnes. Ça fait qu'il y a des... en passant, ben, qu'est-ce que j'avais vu sur le long du fleuve, les deux grands gris. Mm-hmm. Déjà là, ces trois événements-là font qu'on peut facilement aller les voir. Il y a des gens qui ont été enquêtés, puis qui ont... Entre autres moi. Entre autres toi-même, avec d'autres personnes, qu'on a vu des choses, des anomalies carrément anormales. Là. C'était pas rien qu'un petit caillou qui a été déplacé. Là. Non, on va en reparler un petit peu plus tard, justement. Mais c'est qu'est-ce qui devient fascinant, c'est ça qui fait puis avec le temps, on voit de plus en plus de choses. Et puis, en voyant plus de choses, ben forcément, ben on vient peut-être des personnes dérangeantes des fois. Ben je pense que oui. Et t'as aussi un frère qui est dans l'armée, fait que c'est assez délicat pour toi de parler de ces choses-là, puis tu peux pas parler avec lui, hein? Non, ça, on oublie ça, là, j'ai aucune discussion avec lui. Parce que t'as essayé, pas faute d'avoir essayé. T'as essayé, sauf qu'il t'a demandé... Ben c'est parce que les autres sont liés par des secrets... par des secrets professionnels, puis ils peuvent pas en parler. Puis ça, c'est que ça soit l'armée canadienne, que ça soit l'armée américaine ou n'importe quel autre pays, c'est tenu dans le secret. Peut-être que c'est correct jusqu'à un certain point qu'il y ait un certain secret. Si tout se dévoile, ben c'est certain que là, le monde capote. C'est sûr que le monde va virer ça. Ben, je pense que la panique, ça serait la panique générale si les gens apprendraient la vérité, en fait. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'avouer. Il y en a qui prennent en photo ces affaires-là puis qui se trouvent des défaites. Qui se disent non, c'est impossible, ça peut pas être ça. Parce que quand tu veux pas y croire, ben t'es barré sur tout. Même si tu as une preuve devant les yeux, tu y crois pas pareil. Ben c'est sûr, c'est une période de déni qui se fait. Puis les gens ne veulent pas l'admettre parce que ça leur met leur valeur en cause. Tout ce qu'ils ont appris. Tout ce qui peut avoir été appris. Que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau scientifique, c'est tout est remis en question. Mais moi, je vais le dire à ces gens-là, prenez quelqu'un qui est décédé en 1920, puis refaites-le revivre aujourd'hui, en 2019. Cette personne-là capote bien raide, là. C'est ça. En 100 ans, là, qu'est-ce qu'on avait comme technique? C'était pas là. Regardez, c'était un autre monde, là. Qui fait que, imaginez-vous que quelqu'un actuellement qui a 80 ans, qui était habitué dans son champ, puis qu'il n'y a rien qui bougeait, ou pas grand-chose qui bougeait, puis on lui arrive avec des cellulaires, on lui arrive avec avec Internet, avec des TV, puis c'est ici, puis c'est ça. Imaginez-vous, on les arrive avec des ovnis, puis des phénomènes paranormals. Ben là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Il y a beaucoup de choses c'est un choc culturel. Qui fait que si on venait qu'à se faire, mais peut-être à petite dose. Oui, effectivement. Là, on va présenter aussi parce qu'on va se garder une petite gêne, parce qu'on a 2 heures à se parler de tout ça. Et je veux qu'on en parle en détail. Mais on a aussi, Benoît Maranda, c'est une grande première pour toi à la radio. Oui, bonjour Carole. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission qui suivent régulièrement. Oui, c'est une grande première. Alors, c'est pas sans nervosité que je vais parler ce matin, ça, c'est certain. Non, mais ça va bien aller. Oui. Tu sais, les 5 premières minutes, ça, c'est comme la piqûre chez le dentiste. C'est pour ça que tu sens plus rien, là. Exact. Une fois que la glace est cassée. Exactement. C'est pareil comme on est assis entre amis autour d'une table, avec notre café. C'est ça que je veux. Ça. Puis je veux que ça soit perçu aussi comme ça par les auditeurs, parce que c'est en toute simplicité. Mon émission, je veux la faire en toute simplicité, puis
faut pas s'énerver avec ça. Tout le monde, la plupart des gens qui nous écoutent, c'est tous des gens ouverts à ça. Ben, oui, c'est ça, exact. En partant, c'est... Et puis, j'ai eu le bonheur tout à l'heure de m'apercevoir que Christian, on se connaissait déjà. Oui. On s'est connus l'année passée. On a assisté à une conférence et puis, à un moment donné, on s'est mis à jaser un peu. Puis, je pense qu'on avait établi un bon contact. Hein? Exact. Mais on s'est perdu de vue. La conférence est terminée. Puis on est parti chacun de notre côté. Puis, on a fait nos affaires. Puis, ce matin, en arrivant à la station, j'ai eu le bonheur de le reconnaître. Puis, je dis, bon Dieu, je le connais, lui. Ça fait que c'est déjà quelque chose qui... un bel addon. Oui, un bel Vraiment, addon. En fait, oui, beaucoup de hasard. En fait, je pense que... Pour moi, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ouais, c'est juste... c'est pas le bon mot qu'on doit employer, là, mais il y a un paquet d'événements qui ont fait que ce matin, je suis assis avec vous dans ce studio ici, et puis je suis bien content d'être là. Une belle synchronicité, on peut dire. C'est le terme exact, la synchronicité. C'est un mot que je connaissais pas il y a 2 ans, parce que j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Tiens non. Fait que depuis ta retraite de la science, t'es devenu plus ouvert ou quoi? Non, j'ai toujours été ouvert. Tu vois les choses différemment. Oui, c'est que j'ai toujours été intéressé par le domaine de l'ufologie, du paranormal. Là, maintenant, j'ai des termes que je connais un peu mieux parce que depuis 2 ans, j'ai retombé là-dedans. Là, le naturel revient au galop. J'ai beaucoup cheminé, j'ai fait beaucoup de lectures, je me suis intéressé, j'ai beaucoup de vidéos, il y a tellement de trucs. J'ai commencé à rencontrer des gens aussi un peu, à suivre Zone Parallèle, puis d'autres émissions du même genre. Et finalement, ça a tout fait que ce matin, j'étais avec vous autres. Puis ça m'a permis de comprendre un petit peu plus... avant ça, moi, je mélangeais les fantômes, je mélangeais l'ufologie, les ovnis. Je faisais pas de distinction entre toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Oui, c'est ça. Oui, le phénomène, ça fait partie du même groupe, si on va dire, parce que tout ce qui est paranormal, parce que tout ce qui est ufologique, parfois, peut être paranormal. Il y a des apparitions qu'on fait ou qu'on a. Pas qu'on fait, mais qu'on voit ou on est témoin. C'est ça. Des fois, on ne sait pas. La ligne, elle est mince. Fait que pour moi, ça fait partie du même. Exact. Tout le monde devrait enquêter un peu dans tout pour avoir une ouverture et une connaissance dans tout. Mm-hmm. Pour que ça soit... En fait, sans trop prendre de temps, mais je voudrais faire un peu une analogie avec ce que j'ai vécu professionnellement. Oui. Moi, je suis prof de sciences au secondaire. Tantôt, tu parlais de le quantique, tout ça. En secondaire, on ne parle pas de quantique. C'est beaucoup trop avancé. C'est ça. Moi-même, je connais le mot, mais je ne pourrais pas vraiment définir exactement ce que c'est. Je sais que ça ouvre des portes sur des changements de mentalité en sciences. J'aimerais bien en savoir un peu plus, mais je peux quand même parler de comment la science a évolué, en fait, avec le secondaire. Je vais faire un topo bref. C'est qu'avant ça, ceux de nos âges, moi j'ai 57 ans, fait que les gens de mon âge, ma génération, vont se reconnaître. T'es tout jeune. Je suis pas loin de toi. C'est pas ça que je dis ça. Après ça, ceux qui sont parents aujourd'hui ont connu d'autres choses. Nous autres, on a connu la chimie, la physique, les sciences physiques, l'écologie, la biologie. Puis ceux qui ont une trentaine d'années, maintenant, ont entre guillemets, pas subi, mais ont vécu la réforme des sciences au secondaire. Et à partir des années 2005, au secondaire, toutes ces disciplines-là qui étaient divisées ont été unifiées. Puis, parce qu'on s'est aperçu que quand on regardait la science en général, elle n'était plus un paquet de disciplines cloisonnées. Puis on avait maintenant beaucoup de disciplines qui s'intercroisaient. Alors, on parle à un moment donné de la biochimie. On avait la chimie de la vie, mais on étudie la chimie qui se comporte dans le vivant. Donc, nécessairement, ça touche à quelque part la biologie humaine, ça touche la physiologie, etc. Et puis, beaucoup d'autres disciplines qui étaient séparées se sont associées. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler juste d'un chimiste. On va parler d'un chimiste qui va se spécialiser, je ne sais pas en quoi exactement, mais si je prends par exemple un généticien, maintenant, on va parler des fois d'archéologie avec la génétique. Et puis, c'est plus clair. Les disciplines maintenant sont plus aussi tranchées qu'elles l'étaient autrefois. Mm-hmm. Alors, donc, la réforme qu'on a eue au secondaire, ça nous a amené à intégrer un tas de disciplines. Okay. Alors, si on parle de secondaire 1 à 4, on va parler de sciences et technologies. Mais sciences, pas de S. Dans nos habitudes, on écrivait sciences, on faisait des sciences. Mais maintenant, on a regroupé toutes ces disciplines-là sous le vocable de la science puis la technologie.
OK. Donc, un prof maintenant de secondaire, en fait, de secondaire 1 à 4, ben, il doit avoir des connaissances en géologie. Il doit avoir des connaissances en météorologie. Il doit être capable d'être à l'aise avec les sciences d'environnement, l'écologie, la chimie, la physique, l'astronomie, l'hydrographie, la minéralogie, la technologie. T'as toutes ces connaissances-là? Oui, il faut avoir des bases dans tous ces domaines-là. Puis même, j'en ai fait une liste ici, mais c'est beaucoup, un petit peu. Il y en a encore qui pourraient se rajouter. Alors, c'est un prof de sciences au secondaire, c'est un grand généraliste. Wow. Puis il y a la techno aussi. La techno, c'est pas toujours naturellement évident pour les profs de sciences parce que là, c'est une approche qui veut un peu plus terre à terre. On a intégré la techno aux sciences pour essayer de rendre les sciences plus pratiques. Okay. Ça fait que ça amène des situations comme à un moment donné, je racontais, j'étais là, j'étais dans la classe, mettons à 10h20, je finissais un laboratoire en chimie, un gros laboratoire en chimie en secondaire 4. Puis une demi-heure après, j'étais sur des machines-outils, des scies à ruban, des machines à poncer, tout ça pour aider les élèves à fabriquer des objets technologiques. Fait que j'ai dit, hey, là, en dedans d'une demi-heure, j'ai complètement basculé dans un autre univers, mais il faut avoir cette capacité-là. Donc, ça t'amène à avoir une vision globale de tous ces domaines-là. OK. Alors, ça fait, et c'est là que j'en viens à faire une analogie avec le domaine de l'ufologie, du paranormal. Pour moi, c'était... Ben, il y avait les UFO, il y avait les fantômes, puis après ça, il y avait tout ce qui a rapport avec les esprits. Puis je me suis aperçu justement, comme tu as mentionné tout à l'heure, que finalement tout ça, ça s'intègre aussi. Ben oui. Alors, je trouvais ça intéressant parce que quand hier, je pensais à mon affaire, ce matin encore, je pensais un peu qu'est-ce que je vais dire. Ben, j'ai eu cette idée-là de faire un parallèle. Et entre la métaphysique, l'ufologie puis le paranormal, puis ça s'entrecoupe, comme les sciences s'entrecoupent aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'on peut mêler les sciences avec ces choses-là? La réponse, je te dirais oui. Ah, mon Dieu! Avec une ouverture d'esprit, oui. Eh, mon Dieu, oui, parce que même entre scientifiques, le monde s'obstine. Bien, oui, les gens s'obstinent, mais quand même, il y a des scientifiques qui n'avaient pas au début, pas d'intérêt, mais il y avait un grand scepticisme pour toutes ces choses-là. Et ils se sont aperçus que, attends un peu, là, il y a une réalité qu'on ne pensait pas qui pouvait exister. Il y a quelque chose d'assez sérieux. Et on va étudier ça davantage. Puis il y en a qui ont fait des études sérieuses. Ils se sont fait rire d'eux. Je pense à John Mack, c'est ça? Effectivement. Bon, c'était un très, très grand psychiatre, justement, pour l'université d'Harvard. Oui. Et effectivement, lui, il avait fait, parce qu'il recevait des témoignages, puis il s'est rendu compte qu'il avait recueilli plusieurs témoignages de gens dans ses requêtes ou ses traitements, ces soins qu'il donnait, que plusieurs personnes étaient des contactés ou des personnes qui avaient été enlevées par les formes extraterrestres, exogènes, ou appelez ça comme on veut, mais en tout cas, de quelque chose d'autre qui n'est pas humain. Exact. Sauf qu'à un moment donné, il a voulu pousser un peu plus là-dedans, puis là, c'est lui qui a passé pour un fou, puis c'est comme, bon, le psy qui est rendu lui-même, je pense qu'il a besoin d'un traitement. Pour moi, il a comme eu sa surdose Exact. Puis c'est lui-même qui pète ses coches. Mais non, c'est pas ça. Le gars, il a recueilli plusieurs témoignages et il y a eu beaucoup, même des femmes, parce qu'on regarde, il est allé se déplacer en Afrique pour un cas, dans une école primaire à l'époque. Il a rencontré les élèves, puis ça ne fait que correspondre un peu à tous ces témoignages que lui recevait, auxquels il devait traiter ces personnes-là, soigner. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut soigner quelqu'un qui est traumatisé de tout ça. De toute façon, c'est juste que parce qu'il y en a que ça devient trop lourd sur leurs épaules parce qu'ils n'avaient jamais cru à ces phénomènes-là. Puis du jour au lendemain, paf, tu vois quelque chose en avant de toi que tu n'as jamais vu de ta vie et qui te traumatise pour le reste de tes jours. C'est comme... mais je me dis, en tout cas, lui, c'est ça. Il a passé pour un scientifique, il a passé pour un fou. Je pense que, j'ai pas une grande connaissance parce que je commence à peine à lire ses livres, mais ce que j'ai entendu dire de lui, c'est qu'au départ, il pensait trouver un nouveau domaine de pathologie, de maladie mentale. Puis là, il disait, on va explorer ça parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part chez ces êtres-là, chez ces personnes-là.
Et finalement, il a réalisé complètement autre chose, que c'était vraiment une réalité. Et puis, c'est pas quelque chose qui appartient à quelques personnes seulement. Il y a un tas de gens sur la planète, et c'est ça qui m'a beaucoup allumé, moi, c'est qu'il y a un tas de personnes sur la planète qui ont vécu et qui vivent ce genre d'expérience-là. Et il s'agit de commencer à en parler pour réaliser qu'il y en a plus autour de nous qu'on pense qui ont vécu des choses. Parce que souvent, les gens gardent ça secret, ils n'osent pas trop en parler, ou ils se font dire, ouais, on t'a rêvé, puis c'est ci, puis c'est ça. Exactement. Fait que je reviens un petit peu à tout ce qui a rapport avec les sciences, parce que science, dans le fond, ça veut dire tout ce qu'on peut faire, c'est ma définition personnelle, là, tout ce qu'on peut faire pour avoir des connaissances, acquérir des connaissances, puis connaître l'environnement, le monde dans lequel on est. Idéalement, c'est ça. On espère bien que ça va être ça. C'est ça, la science. Il y a un côté rationnel, il y a un côté structuré à tout ça. Et moi, ce que j'entends des personnes qui passent ici au studio, des choses qu'on peut voir des fois sur Internet, mais là, pas n'importe quoi, parce qu'on peut facilement tomber dans toutes sortes d'inventions. Il y a du monde très rationnel, des gens qui ont les deux pieds sur terre, qui ont vécu des affaires. On le voit, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. En Afrique, il y a des gens proches de nous, Exactement. dont Christian, dont toi, qui ont vu des choses, qui ont vécu des affaires. Et quand vous voulez en savoir plus, vous entreprenez une démarche qui est très organisée, très structurée. Vous avez à suivre un protocole. Et c'est un même genre de protocole qu'on peut avoir au niveau de la démarche scientifique. Donc, puis vous constatez des choses. Alors, il y a une réalité qui est présente, là. Et voilà. Faut pas la nier, là. Mais le hic, c'est que moi, je n'ai pas de bac. Je n'ai pas de maîtrise ou de tout ce que tu voudras. Ça fait pas de moi quelqu'un de pas intelligent, là. Ah ben non, absolument mais pas. par contre, je n'ai juste pas ce petit bout de papier-là qui peut être affiché sur un mur de 8 par 10, là. Ouais. J'ai juste pas ça dans mes mains. Mais je suis quand même une personne très logique et terre à terre. Puis je vais toujours chercher le côté terre à terre d'abord à une explication sur un cas d'observation. Je vais tout le temps chercher j'élimine. Parce qu'en fait, ça devrait être comme ça. Il faut y aller par élimination, mais il faut aussi avoir du matériel nécessaire pour être capable de rendre, exact. De faire quelque chose, de faire une enquête potable. C'est pas juste d'aller voir sur les lieux puis de voir comme le gazon, il est brûlé ici, puis là, il est correct. Non. Là, c'est pas juste ça. Il faut que tu prennes un relevé, des échantillonnages. Il faut que tu fasses un relevé de champs électromagnétiques ou même de radiation. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus de se permettre de s'acheter tous ces équipements-là parce qu'en bout de ligne, ça devient dispendieux. Oui. Puis on fait ça gratis. Oui, c'est ça. Mais c'est en même temps un besoin de vouloir en savoir plus. Oui. Et moi, je m'amusais tantôt à dire que je suis habituellement assis dans la salle des auditeurs. Je suis pas celui qui participe, qui se met en avant pour parler de ces choses-là. Mais de loin, je vois des gens qui travaillent puis qui veulent en savoir plus. Donc, ça fait partie d'une certaine forme de science. C'est vraiment une démarche scientifique. Alors, parce qu'on l'organise, on la structure pour apprendre, pour découvrir, connaître des choses. Alors, on en dira bien ce qu'on voudra, mais pour moi, personnellement, c'est une réalité c'est un domaine, c'est une extension, c'est un domaine qui va rejoindre à peu près tout ce qu'on peut avoir comme domaine scientifique, même si c'est pas tangible, c'est plus, des fois on dit on va être plus dans le subjectif, mais il faut avoir une ouverture d'esprit, parce que la science actuelle, tout ce qu'on a, il a fallu quelque part qu'il y a des gens qui ont eu une ouverture d'esprit, puis on est obligé de briser des fois des paradigmes pour réussir à avancer. Ouais. Et tout ce qui a rapport à la théorie quantique, il y a eu des théories qui ont vraiment été brisées, des visions très bornées qui ont été brisées. Il y a eu de gros débats là-dessus. Et ça nous amène à vraiment à avoir avoir l'univers, comment cet univers-là fonctionne comme étant autrement que ce que nous, on croit, ce qu'on croyait. Alors, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là, puis pas être toujours ancré dans des choses qui nous empêchent d'avancer. Puis, parfois, ça bouscule, ça dérange les gens, ça, c'est certain. Mais la science a toujours fonctionné de cette façon-là aussi, là, quelque part. Là. Moi, sache que tu es un rare scientifique qui est ouvert à ça. Oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je t'aime déjà beaucoup. Parce que, justement, tu m'apportes... Puis c'est ça qui fait que
tu sais, entre personnes, des fois, il y a des connexions qu'on a. Et je l'ai, cette connexion-là, depuis que je t'ai vu, d'ailleurs, au lancement du film ça a été notre première rencontre officielle. Le film de Jean-Charles Moyen. Oui. Mais on se parlait par écrit. Mais il y avait un petit quelque chose. Je voyais que tu avais un intérêt à ce que je faisais. Tu me posais des questions intelligentes. Je dis, bon Dieu, c'est pas quelqu'un qui c'est peu banal. Là. Il y a quelque chose. Là. Je sentais qu'il y avait un petit quelque chose. Puis tu vois, ça apporte aujourd'hui... quelque chose. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience ufologique. J'ai jamais vu d'OVNI. J'ai jamais pu voir réellement ce que ça peut, des grilles ou des extraterrestres, des êtres extraterrestres ou interdimensionnels, peu importe. Là, on pourra en parler. Je pense que Christian va pouvoir nous en parler un peu plus. Mais par contre, j'ai toujours été ouvert à ce genre de trucs-là. Jamais été fermé. Et je connais, à un moment donné, j'ai fait un peu le dénombrement de personnes que je connais personnellement, là, qui sont proches de moi, qui ont vu quelque chose déjà. J'en connaissais au moins 4, que je pouvais être sûr que je pouvais me fier sur leur témoignage. Okay. Alors là, c'était pas des gens comme ceux qui viennent ici, c'est d'autres personnes là, qui sont autour de moi. Alors, je dis, regarde, ces choses-là sont très proches de moi, dans le fond. Mais si je peux faire une ouverture tantôt, quand tu as parlé des scientifiques, si on recule une centaine d'années en arrière, Tesla, en fin de compte, qui passait pour un fou, puis qu'en réalité, ces découvertes sont là, actuellement, on est en train d'y vivre. Ah ben oui, absolument. Mais ça a été découvert il y a une centaine d'années. Oui, exactement. Puis on prend Einstein aussi avec ses découvertes. Ben juste le micro-ondes qui date de 1945, la découverte de ça. Saviez-vous ça? Que le micro-ondes existe depuis les années 40? 45, oui. Aujourd'hui, on s'en sert dans notre cuisine, mais tu sais, avant que eux autres s'en servaient déjà. Ah oui. Ben, c'est des découvertes qui ont été faites là, 70 à 100 ans. Si on calcule la voiture de Tesla, a été faite là, une centaine d'années. Exact. Puis même la théorie quantique, c'est déjà, elle a presque 100 ans. Si je ne me trompe pas, ça a été développé au début des années 1915-1920, c'est la théorie quantique. Ça a pris ces racines-là et ça s'est développé énormément. C'était révolutionnaire. Einstein, c'était révolutionnaire. Il y a eu de gros débats à l'époque sur ces théories puis même avant lui, on parlait des atomes. Quand on a amené l'idée de l'atome, il y avait encore, à la fin des années 1800, début des années 1900, il y avait encore des gros débats sur l'existence même de l'atome. Alors, puis pourtant, bizarrement, l'industrie chimique qui s'est développée dans les années 1800 était basée sur la théorie de l'atome. Oui. Alors, c'est de la chimie. Donc, nécessairement, si tu fais de la chimie, tu travailles avec les atomes. Mais il y avait encore du monde qui ne croyait pas que la matière était faite d'atomes. Donc, c'est toujours comme ça. La science, ça avance. Ça avance peut-être pas toujours très vite, mais ça remarque. On disait tantôt en 100 ans tous les changements qu'il y a eu. Ah, c'est mais si on calcule qu'est-ce que Tesla a fait, puis ça date d'une centaine d'années facilement. Oui. Puis aujourd'hui, on commence à les avoir. C'est lui qui a inventé le courant alternatif. Oui, absolument. C'est ça que j'allais dire. Là, après, il y avait la transmission sans fil. Électrique sans fil. Puis qui s'était déjà fait, mais qui l'utilise toujours pas aujourd'hui. Okay. Mais là, ça existe, là, c'est là. Ouais. Mais c'est pas ça, tantôt, quand tu parlais de la fermeture de certaines personnes, c'est qu'ils s'en vont dans une ligne, c'est fermé, ça s'en va là-dedans, mais progressivement, il y a des gens qui s'intègrent, puis qui réussissent à dire, ben regarde, ils tirent, comme on dit, ils tirent la plaque, ils disent, hey, wow, attends un peu, là, ils regardent. Aujourd'hui, là, on regarde qu'est-ce qui se passe, tous les développements au niveau spatial, qu'est-ce qu'ils font avec ça a amené beaucoup de choses. Ah, énormément. Puis que les scientifiques sont obligés de s'ouvrir les yeux. Ouais. Mais là, encore là, ça va prendre combien de temps pour... c'est sûr que... Mais moi, je dirais qu'on est quand même dans une période assez extraordinaire. Parce qu'on a, malgré qu'il y a encore beaucoup de fermetures, on est dans un environnement très, très ouvert par justement l'élargissement des connaissances qu'on peut avoir. SpaceX, les fusées qui sont réutilisables, décollent puis reviennent. Ah, puis qui scrapent la couche d'ozone, là, tu parles? Là, SpaceX, il n'y a pas rien qu'eux, là. Je parle pas il y a tellement de lancements. Des chemtrails, là, c'est ça? Oui, non, je parle de la couche d'ozone, vraiment. À chaque fois qu'ils font partir une fusée, regarde, oublie ça, là, puis ils en font souvent, c'est un peu partout. Oui. Mais je comprends juste pas pourquoi ils vont. Oui, peut-être qu'ils veulent aller à la recherche de la naissance de l'univers en faisant des recherches
de ce type-là. Oui. Mais je pense qu'il se passe tellement de phénomènes et de choses sous nos pieds ou sous la mer qu'on devrait plutôt aller oui. voir. Je sais pas, mais il me semble qu'on devrait... Oui. Mais c'est poussé par le développement de la technologie aussi. On va aller plus loin, on veut faire des choses. C'est le propre de l'homme puis de la femme aussi. Quand je parle de l'homme, c'est de la femme. De créer. C'est de créer, d'avancer. De créer la bombe aussi, de créer l'homme est souvent peut-être pousse trop loin la loque parce que en fait, c'est en train de tuer la planète, tout ça. Là. Ouais. Si tu regardes les technologies, mais les effets de serre et tout, toutes les choses qui font que ce que l'homme a créé, mais qui sert à la destruction en bout de ligne, parce qu'on est en train de tuer la planète. Là. Moi, des fois, j'aurais tendance à pondérer ça un petit peu. Là. Mais c'est sûr que ça apporte des changements. La présence de l'être humain, des êtres humains sur la Terre, avec tout le développement, là, on est 7 milliards et plus là, sur la planète. C'est sûr que ça a un impact sur l'environnement, c'est certain. Oui. C'est certain. Là, probablement que dans toute l'évolution de la Terre, depuis on a 4 milliards, presque 5 milliards d'années d'existence, la Terre, il n'y a peut-être jamais eu autant de modifications causées par un être vivant sur la planète matériellement. Il y en a eu des modifications. Oui. Il y en a eu, parce que si on remonte à cette époque-là, c'était pas du tout pareil comme on a aujourd'hui pour ce qui est de l'environnement. On pourrait en jaser longtemps de ça. Ça peut être surprenant. On va devoir aller à la pause quelques instants. Le temps aussi que je rejoigne notre ami Raymond Choquette, qui attend impatiemment sûrement que son téléphone sonne. Alors, on vous revient tout de suite après la pause avec Christian et Benoît Maranda. Et je vous rappelle aussi que ceux qui veulent poser des questions à nos invités d'aujourd'hui, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou pour le faire sous le poster de l'émission d'aujourd'hui qui est sur Zone Parallèle sur Facebook. Vous posez absolument, par exemple, sur la page Zone Parallèle et non sur une des pages partagées parce que je ne les verrai pas. Alors, on se revoit tout de suite après. De retour avec Christian, Benoît et... La relève radio, c'est à CGMD 96.9. La radio. Pourquoi ça devrait faire? Bon, on s'énerve. Il y a quelque chose qui est parti sans que j'y demande. Bref, on est de retour avec Christian, Benoît et aussi notre ami Raymond Choquette au bout du téléphone. Raymond, t'es là? Oui, ça va bien. C'est drôle, hein? Chaque fois que j'arrive en onde, des problèmes techniques arrivent. Non, mais pourtant, j'ai fait ce qu'il y avait à faire là-dessus. Je ne sais pas pourquoi que ça repartit. Anyway, il y a quelque chose que j'ai passé à quelque part puis que ça n'a pas rapport. Mais bref, te voilà. Oui. Et la semaine dernière, tu étais avec nous en studio, mais après, à l'émission, on est allé faire un petit tour dans mon petit patelin où est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui ont été vus. Et j'aimerais que tu confirmes avec moi qu'est-ce qu'on a fait. Je vais te laisser le dire d'ailleurs. Bon, écoutez, bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Benoît, bonjour Christian. Bonjour. Très intéressant tout ce que vous avez... tout ce que vous avez dit. Très, très, très intéressant. C'est ça. On était à faire une petite expédition à Sainte-Croix après l'émission de radio. Oui. Et puis, c'est ça. Écoute, tu nous as montré un endroit où il y avait eu une rencontre du CE5. Oui. Une rencontre du 3e type, classe 5. Ça veut dire quoi exactement? Bon, rencontre du 3e type, ça veut dire que, vous voyez un ovni très proche ou avec des êtres ou des êtres seulement. Mm-hmm. Rencontre classe 5, là, ça veut dire que tu en vois souvent. Bref, c'est qu'on s'en va dans cet endroit-là que, le monsieur, il avait dit qu'il avait vu un être, un grand gris et tout ça. C'est deux places, ça. C'est deux choses. Oui, mais on a fait les deux spots, par exemple. Ah, faites les deux spots. Oui. Oui, c'est ça. Après ça, on était sur le bord de la petite plage. Là. Oui, c'est ça. Du rivage, là. C'était pas une plage vraiment. Là. Il y avait la rang. En tout cas, bref. Mais le premier endroit qui était dans un champ, que je me rappelle pas c'est quoi le petit rang
Le rang, si tu parles là, où est-ce qu'il y a eu la porte dimensionnelle là, avec l'être bleuté à l'intérieur, là? Oui, c'est ça. Ça, c'est le rang, pas Bon Secours. Comment ça s'appelle, non? Le rang, Ben, c'est à côté du Bon Secours. Ben, c'est Bon Secours, hein? Oui, le Bon nom de la Secours. rue. C'est ça. OK. Cet endroit-là, là, je l'adore. Écoute, on arrive sur place déjà là, moi qui est très sensible à l'énergie. Je perçois déjà des êtres, mais qui est pas, on s'entend qui est pas extraterrestre, là. C'est vraiment des personnes décédées, beaucoup d'Amérindiens que je sens leur présence. OK? Fait que ça c'est correct. Ça, c'est normal. On arrive à l'emplacement qui est le vortex, qui est le point tellurique là, très puissant, qui est du côté du champ. Là, écoute, tu as pris des mesures électromagnétiques. Si je me rappelle bien, les chiffres, ça indiquait 24, 25, qui est très, très haut au-dessus de la normale. Exact. OK? On s'entend qu'autour, là, c'est sûr qu'on pense à beaucoup de choses quand on est là, mais on veut pas tomber dans la suite puis dire, hey, oui, il y a une porte, puis il y a ci, puis il y a ça. Tu sais, on regarde autour, qu'on se dit, bon, écoute, il n'y a pas de pylône hydroélectrique, il n'y a pas d'antenne de transmission, que ce soit téléphone ou autre, il n'y a rien de ça. Fait que ça, on enlève toutes ces hypothèses-là, là. Puis là, on se dit, puis donc, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là, à cette place-là. Tu sais, je pense que côté radiation, tu avais trouvé quelques traces aussi. Ben c'est ça. C'est ça qui était au niveau 24-25. C'est ça qui montait à ça. C'est le taux de radiation en microsievert. En fait, sur mon appareil, mon détecteur a relevé dans le temps, ça montait à 26. Mais à cet endroit-là, X, tu as vu, t'es là, t'es témoin, tu as vu que c'était uniquement à cet endroit-là qu'il y avait ce relevé-là. Là. Oui, c'est sûr qu'à l'extérieur de l'endroit où ça n'allait plus sur le bord du chemin, toutes les lectures devenaient normales. Tu sais, moi, c'est sûr que j'ai pas le petit côté scientifique comme vous avez. Moi, j'y vais vraiment avec mes sens, avec l'énergie ou avec les communications que je vais faire là-bas. T'sais. Mais c'est le fun d'avoir vraiment, on va dire, une preuve, avec des chiffres ou autre. Il y avait ton conjoint aussi qui avait un détecteur à métal. C'est fun. On a fait des petites fouilles, voir si on ne trouverait pas quelque chose, mais on n'a pas rien trouvé qui aurait pu vraiment nous allumer. Là. Oui. Petite rectification, c'est Choyen et non Bon Secours. Bon Secours, c'est dans le coin du rang 2. Parce que ça, c'est une autre place où il y a des trucs qu'on voit, là, Bon Secours. Je mélange. C'est vraiment le rue Choyen, le rang Choyen ou la route, en tout cas, peu importe. OK, à partir de la 132 qu'on est à, 50. Exactement. OK, oui, c'est ça. Fait que je trouve que c'est un endroit qui est très mystique. Parce que oui, on sent beaucoup de choses. On sent que l'énergie est comme différente. On arrive sur place, on dirait que le temps s'arrête. Ça, j'adore cette impression-là que le temps s'arrête. Parce que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un point tellurique, donc il y a un vortex qui est beaucoup plus gros. Parce que des vortex, ça en a de différentes grandeurs, évidemment. Fait qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'étrange qui est là. Ensuite de ça, oui, il y a un endroit, je ne vais pas dire que j'ai découvert tout seul, on l'a découvert tout ensemble. C'est un endroit que, à peu près, je dirais quoi, peut-être 20 pieds entre les deux, entre vraiment le spot, le point tellurique que vous avez trouvé sur le bord du champ, en fin de compte, parce qu'à côté de la petite forêt où on était, c'est un champ pour cultiver blé ou autre point, peut-être, je ne sais pas quoi. Bon, à peu près une vingtaine de pieds, parce que moi, j'avais laissé Carole Lausier puis Jean-François Perumeau. Bon, ils prenaient des relevés. Jean-François, il prenait des échantillons d'herbe. Là, je me disais, OK, moi, ce petit côté scientifique-là, je vais aller faire mes petites affaires à part. Fait que je m'en vais, je me promène, puis je regarde les arbres. Puis là aussi, j'avais pas une communication, je veux pas dire ça comme ça, mais j'attendais des petites conversations un peu mélangées encore d'Amérindiens qui ont vécu là il y a très, très, très longtemps. Tu sais, mais je veux pas tu sais, j'alimentais pas, j'essayais pas de communiquer avec eux, savoir un peu plus d'informations. Je me laissais aller là-dessus. Tu sais. Bon,
Bref, je me promène, je regarde des arbres autour de moi. Là, je remarque que tout ce qui est, premièrement, la forêt, il y avait beaucoup de boulot. OK? Beaucoup de boulot. Il y avait un petit peu d'érable, puis beaucoup de qu'est-ce qu'on va appeler de l'épinage. Oui, puis... Oui, effectivement. Donc là, je regarde les troncs. Là, je me dis, tabarnak, c'est incroyable. Puis la plupart étaient toutes comme ça, là. Tous les troncs à partir du sol étaient courbés. Oui, au moins, il y a quasiment 18 pouces à peu près du sol, je dirais. Oui. Puis il y en avait, c'était des gros troncs, là, en diamètre, c'était assez gros, là, quand même. Oui. C'était pas juste des bébés arbres, on faisait ça comme ça. Oui, c'est ça. Ça faisait, habituellement, ça fait un secteur comme ça. Mais lui, ça faisait comme un gros rectangle. On va dire peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine de pieds. On l'a pas mesuré. On aurait dû le mesurer. Je dirais peut-être même une vingtaine de pieds. OK. Ouais, ben c'est ça. C'est pas évident non plus, là. Et puis, tous les arbres étaient pas mal toutes courbés, mais vers l'intérieur de ce rectangle-là. Comme si on voulait se sauver de quelque chose. Ben, c'est sûr que c'est vite dit, là. Ouais. Tous les arbres étaient tous courbés ou torsadés, parce qu'il y en a vraiment que... Il y en a, c'était des... il y avait comme 2 arbres qui croisaient. C'était incroyable. Tu sais, au début, on se dit, sans tomber dans les conclusions, que c'est un vortex, puis ici, c'est ça, on se dit, bon, c'est peut-être une maladie X, mais non! Il y en avait plusieurs comme ça, puis à l'extérieur, tout était normal, OK? Aussi, il y a quelque chose qui est très spécial. Dans cet endroit-là, puis l'endroit où ce que vous étiez, où ce qu'il y avait vraiment excuse-moi, le vortex, en fin de compte, il y avait une espèce de poudre blanche sur les arbres. La poudre! La poudre! La grosse poudre. Ben, tu sais, un ingrédient, pas un ingrédient, mais une substance blanche. Oui. Que quand tu mettais ton doigt dessus, bon, ça s'enlevait un peu. Ça l'avait, ben écoute, il y avait une petite odeur que je peux pas définir c'est quoi exactement. Là, un petit peu âcre, peut-être. Sur certains arbres, proche du vortex et proche de l'autre endroit aussi où il y avait des arbres là, qui étaient croches de leur tombe. Je suis contente que tu le mentionnes parce que j'ai pas besoin de le dire et tu es vraiment un témoin là, direct. Ben, tu sais, je dis, ma mémoire pour un homme n'est pas trop pire quand même. Raymond, je pense que Benoît a une question pour toi. Oui, j'aurais une question. Quel type d'arbre qui était déformé comme ça? C'est un bouleau? C'est ça, le bouleau, évidemment. Oui. Il y avait les épinettes, on parle de sapin. Oui. On parle de... Il y avait d'érable aussi, je pense. Oui, il y avait des arabes aussi. Oui. Les autres, les arabes, il y avait des gros. OK, parce que des formes comme ça, on en voit souvent, mais avec des cèdres. Oui. Mais des érables, des bouleaux, ben souvent, là, c'est mon esprit analytique qui essaye de voir un peu ce que ça peut être. Parce que des bouleaux, souvent, quand il y a du verglas, ils ont tendance à plier. Oui. Mais ils vont tous plier du même bord. Oui. J'essaie de me figurer un peu la scène, là, puis je vois des arbres qui sont courbés d'un bord. Face à ces arbres-là, je vois des arbres courbés dans l'autre sens. C'est un peu particulier, ça. Oui. Oui, surtout parce que, tu sais, les érables à guerre qu'ils appellent ça, c'est un genre d'arbre... C'est une forme d'érable, mais en fait... c'est plus arbuste. Hein? Ben non, mais c'est comme de la cochonnerie qui pousse. Il y en a de ça aussi au travers ça. Tu sais, des arbres qui ne servent absolument à rien. Tu peux pas me retirer aucun jus, absolument aucun fruit. Il n'y a rien, là. Okay. Ce qu'ils appellent les érables à guerre, en fait. Mais oui, ça confirme ce qu'il dit. Il y a vraiment du boulot, de l'érable. Un peu de conifères, mais c'est surtout les bouleaux et les érables qui sont curvés. Ça, j'avais jamais vu ça non plus. Là. Okay. Il y a une autre observation qu'on a remarqué aussi. Toi, tu été la première Carole qui me l'a fait à remarquer. Là. Puis après ça, j'ai vu d'autres arbres dans le secteur où il y avait le vortex. C'est pas le vortex, excuse-moi, où il y avait le mini point tellurique. Là. C'est qu'il y avait des arbres qui étaient complètement morts, qui était noirci, mais brûlé par l'intérieur du tronc. Ça, là, je ne m'explique pas. Oui. C'est ça un éclair? Je me dis, c'est peut-être un éclair qui aurait foudroyé l'arbre. Mais si ça serait ça, comment je peux dire ça, la tête de l'arbre, la cime de l'arbre, serait comme fendue. On voit ça souvent comme à Saint-Hilaire ou à d'autres endroits. Mais non!
l'arbre, il était correct, mais tu voyais que l'intérieur, là, Ouais. ça l'avait brûlé. Fait que, Exact. tu sais, c'est pas... Puis, tu sais, on mettait notre doigt, puis on voyait vraiment... Tout l'intérieur était tout sec brûlé. Là. C'est pas un... Des fois, on pense que c'est une espèce de... Tu sais, il y a des espèces de goudron noir que tu vas acheter, tu vas mettre ça sur les arbres pour essayer de guérir l'arbre, de le soigner. S'entends-tu? Tu fais pas ça sur 50 arbres dans une forêt qui est vierge, qui n'a aucun rapport, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment que ça, c'est un mystère. Je ne l'explique pas. OK? C'est peut-être pas dû au vortex. C'est dû peut-être à un phénomène environnemental X, peut-être oui, mais j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je me promène souvent dans des forêts, j'ai jamais vu ça, quelque chose comme ça. Moi non plus, j'avais jamais vu ça, sauf sur des photos qui circulent sur Facebook où tu vois des séries d'arbres comme ça. Mon Dieu, que c'est donc bien capoté voir ça. Tu sais, je voyais ça de même, mais de le voir en vrai, comme ça, c'est la première fois que je voyais ça. C'est particulier, je vais dire. Je pense que Christian aussi qui a une question à te poser. Vas-y, Christian. Bonjour Raymond, ça va? Oui, salut. Salut. Regarde, la question, moi, que j'aurais à te poser, j'ai vu la porte en 2016. Est-ce que ça se pourrait, suite à l'événement de la porte, que toutes les choses que tu rencontres pourraient être là encore, ou il y aurait eu d'autres portes qui auraient pu réapparaître? OK, attends un peu, je veux juste me situer en 2016, tu parles du Beauport, ou non, tu parles de... Non, la première fois que j'ai vu la porte dimensionnelle... La première fois que j'ai vu la porte Okay. tridimensionnelle en 2016, à cet endroit-là, est-ce que c'était la seule et unique fois, ou il y aurait eu d'autres possibilités, d'autres portes pour que l'environnement reste pareil? OK, qu'est-ce que j'ai découvert, puis aussi conjointement avec Carole, c'est que Sainte-Croix, là, le secteur de Sainte-Croix, je parle pas du centre, le centre-ville, pour dire vite, là, le territoire de Sainte-Croix, OK? Il n'y a pas juste une porte, il y en a plusieurs. OK? Ensuite de ça, tu as 2 failles majeures qui passent par Sainte-Croix, qui passent même, je pense, sous le village de Sainte-Croix. OK? Des failles géologiques, OK, ça l'amène les vortex. Ça l'amène aussi beaucoup d'observations d'OVNI. OK? On soupçonne que c'est peut-être un moyen de transport pour eux autres ou autre, je ne le sais pas. OK? Il y a beaucoup de manifestations qui sont étranges à Sainte-Croix, comme partout ailleurs au Québec. Tu sais, t'as des Sainte-Croix, t'as des Mont-Bel-Air, t'as des Saint-Hilaire. T'as l'église aussi à l'île d'Orléans, où il se passe beaucoup de phénomènes étranges. OK, paranormal, j'aime pas dire le mot paranormal parce que pour moi, c'est normal. T'sais. Paranormal, on devrait l'employer pour le Parlement du Québec, le Parlement d'Ottawa. Ça, c'est du paranormal. T'sais. Mais bref, blague à part, on parle disons, de l'église Saint-Pierre à l'île d'Orléans, tabarnak, ça passe des affaires là-bas. Sainte-Croix, c'est pareil. Ben, okay. Parce que moi, le but de l'intervention, c'est que à cet endroit-là précis, pour que ça aille marquer à ce point, il a fallu que ça soit pas rien qu'une fois, là. Il y a eu plusieurs reprises. Oui, puis tout ce secteur-là, Sainte-Croix, tout autour, jusqu'à l'autre côté du fleuve, qui est de Nakona, Castantier, c'est tous des secteurs hot. On va appeler ça comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Effectivement. Ça fait... Bon, Carole est là depuis plusieurs années. Elle peut confirmer beaucoup de choses. Tu as même filmé, tu as pris des photos d'objets étranges dans le ciel qu'on n'explique pas c'est quoi. C'est pas des canards, c'est pas des drones, c'est pas rien de ça, là. Fait que... moi, j'ai hâte de retourner à Sainte-Croix, d'ailleurs, pour construire mes recherches, mes enquêtes, parce que où est-ce qu'on était, il y avait un autre chemin un peu plus loin que je voulais aller voir. Tu disais qu'il y avait des gros rochers, là. Mais bon, c'est ça. On va y retourner à un moment donné. Il y a quoi aussi? Ah oui, il y a une autre chose que j'aime beaucoup. Ce secteur-là, où est-ce qu'on était, le premier endroit, OK? Côté minéraux, il y a beaucoup de minéraux différents. OK? J'ai vu un petit peu de périte. J'ai vu, il y avait beaucoup de quartz transparent, du quartz fumé. OK? Ça, je m'intéresse à ça parce que, bon, c'est sûr que, bon, c'est des pierres semi-précieuses, c'est très intéressant. Mais où est-ce qu'il y a beaucoup de minéraux comme ça dans le sol? Où est-ce qu'il y a beaucoup de carrières, des carrières de roches, des carrières de sable? C'est des endroits que on va observer encore beaucoup de phénomènes ovnis. Fait que là, on se pose la question, est-ce que les ovnis
plus précisément les extraterrestres, parce qu'OVNI, c'est le vaisseau, là, seraient intéressés par nos minéraux, seraient intéressés par nos sources d'eau. Parce qu'à Sainte-Croix, il y a beaucoup de sources d'eau qui sortent du sol. Fait encore là, où est-ce que l'eau sort du sol, la source principale, il y a beaucoup d'atterrissage ou d'observation d'OVNI dans ce coin-là. Fait que peut-être qu'ils seraient intéressés par l'eau, ils seraient intéressés par les pierres. Là, j'ai quelqu'un qui vient de me poser la question par texto. J'aimerais savoir, c'est quoi? Une porte, c'est quoi? Une porte dimensionnelle comme ça, c'est quoi? Moi, tant qu'à moi, c'est, corrigez-moi si je me trompe, mon cher ami Raymond, c'est comme une forme de portail. Ouais. C'est quelque chose qui peut apparaître ou qui sort d'une dimension. C'est pour ça qu'on l'appelle la porte dimensionnelle. C'est que c'est quelque chose qui vient d'apparaître d'une autre dimension. Oui, ben c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont semblables. C'est porte interdimensionnelle, un vortex, un point tellurique. Pour moi, premièrement, un point tellurique, là, c'est quelque chose qui est petit, qui est au sol. OK? C'est un petit spot rond, carré, rectangle, bref, OK? Qui dégage l'énergie. On s'entend, c'est l'énergie naturelle du sol. OK? Porte interdimensionnelle, là, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un endroit qui peut être 10 pieds par 10 pieds, 30 pieds par 30 pieds ou même 500 pieds par 500 pieds, que ça, c'est une porte qui va t'amener dans une autre dimension, dans un autre temps, dans le futur, dans le passé. OK? On sait que les Américains, j'ai pas la date précisément, mais il me semble que c'est pas en 47, en 1943, c'est l'expérience de Philadelphie avec le bateau, le USS Eldridge, là, en 1943, oui, c'est ça. Parce que ça va recommencer bientôt en 2023, ces affaires-là. Les autres qui ont créé, justement, un vortex qui était fabriqué par l'humain, OK? Einstein n'était pas sur ça, ce dossier-là, lui, d'ailleurs? Effectivement. Comment c'est ça? Einstein? Oui, oui, c'est sûr. Mais Einstein, il était contre ce projet-là. Il voulait pas embarquer là-dedans. Il était forcé, évidemment, de contribuer, de façon de parler là-dedans. Il savait que... Pour dire, je veux pas rentrer dans ce jeu-là qui est très vaste. C'est tout pour dire que porte interdimensionnelle, t'en as à Sainte-Croix, t'en as à Sainte-Claire, t'en as sur Mont-Royal, t'en as à différents endroits. OK? C'est des portes naturelles. C'est des portes énergétiques. Mais je dis souvent aux gens, si vous en voyez une qui se roule devant vous, puis là, on s'entend, là, c'est pas une porte en bois, puis hey, je peux-tu rentrer? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une porte invisible. Sauf que tu vas sentir, quand tu vas être proche de la porte, que ton environnement est différent. Oui, les cheveux de dresse. Ça se peut aussi que tu n'entends plus la nature. Que quand tu vas être dans la porte, comme ça me fait penser, j'ai amené des gens à Sainte-Claire l'été passé pour montrer cette porte-là. À un moment donné, quand on arrive proche de la porte, la nature est différente. On n'entend plus le son des autos. Tout est différent. Bon, je veux dire, l'heure arrête, évidemment. OK? Ça, c'est des portes. Après ça, un vortex, c'est quoi? Ben, c'est sûr que si on le regarde sur Internet, on va voir un espèce de tourbillon, comme une tornade, comme un ouragan. Mais c'est pas un ouragan qui va balayer ta maison, puis ta maison mobile va voler dans le tourbillon, là. Ouais. C'est un tourbillon d'énergie. Ça se peut que tu le vois à l'œil nu, ou ça se peut que tu vas le voir avec ton troisième œil, OK? Avec ton plan éthérique, ton plan énergétique, là. Mm-hmm. Ça se peut que tu le vois avec ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? OK, là, ça, c'est quelque chose. Là, ça, les vortex, t'en as partout dans le monde, OK? Ouais. Le but de ça, OK, si on regarde des plus gros vortex, comme disons, justement, j'ai sorti mon outil vortex, j'ai fait une conférence l'année passée là-dessus. Il y a des places comme à Makarek au Maroc, Washington aux États-Unis, bon, Rome, comme la chapelle Sixtine et tout ça. Les vortex naturels, ça vient du sol, ça vient du ciel, de l'univers, pas de l'univers, excusez-moi, mais ça vient du ciel. Puis ça, des fois, ça se promène. Mais habituellement, c'est pas mal toujours au même endroit. OK? Raymond? Oui. Oui, je m'excuse, mais je suis en train de réaliser que je crois que j'en ai déjà vu un dans le ciel. Ça fait longtemps de ça. C'était au-dessus de Québec. Moi, j'étais à Charlesbourg à l'époque. En direction ouest, si je le situe,
il devait être plus du côté de Saint-Augustin, à la distance où j'étais. Oh! Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais Puis c'était un drôle de nuage que j'avais vu en spirale, mais spirale horizontale. Okay. Moi, un vortex, une tornade, c'est à la verticale, mais moi, je l'ai vu à l'horizontale, dans le ciel au loin, à la brunante. Puis ça m'avait étonné parce que j'avais jamais vu ça. Ça pourrait-tu être un vortex comme ce que tu es en train de décrire? Ben écoute, ça peut être deux choses. C'est sûr que si tu me dis Saint-Augustin, moi, j'ai mon poil sur le dos, ben, pas une façon de parler, là. J'ai des frissons qui me lèvent. Parce que Saint-Augustin, depuis, écoute, un petit peu avant Noël de l'année passée, je parle de Saint-Augustin. Ça, c'est un petit village qui est juste avant Québec, OK? Oui, ben, en provenance de Montréal, Trois-Rivières, là. Oui. Oui, c'est ça. Saint-Augustin-des-Morts. C'est un endroit où il y a deux vaisseaux extraterrestres, que j'appelle deux vaisseaux de l'Alliance, qui ont atterri dans une forêt qui est au nord de l'autoroute 40. Ça, c'est un point... Au pied du Mont-Bel-Air? Dans ce coin-là. Dans ce point-là, voir. Puis, 2 jours après, même l'armée, ils ont été faire un tour, parce que l'armée écoute mes lives, là, sur la page publique de l'Insolite et l'étrange se rencontre, ça me fait rire. OK, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est Valcartier, qui est pas loin de là, qui est un très gros centre de recherche de l'armée canadienne, un des plus gros je Québec. Confirme. OK? Qu'est-ce que ma petite alarme sonne dans ma tête quand tu me dis un vortex? Ça se peut que ce soit un vortex qui aurait été fabriqué par eux. C'est possible. C'est possible. Ou ça peut être un cigare caché derrière un nuage. Encore là, oui, c'est ça. Un cigare cylindre. Oui, c'est ça. C'est la seule et unique fois que j'ai pu voir dans le ciel un phénomène comme celui-là. Là. Ça m'avait intrigué parce que c'était vraiment une spirale. C'était spiralé, c'était un nuage. Écoute, c'est spiralé, là, c'est particulier. Là. Et tu n'as pas pris ça en photo? Ben non, c'était à l'époque, on n'avait pas encore nos cellulaires avec nos photos. Okay, c'était des années 90. OK. Fait que, par contre, j'ai vu des étoiles filantes, j'ai vu ce que je pense vraiment est comme des débris spatiaux tombés. J'en ai vu l'automne passé dans le ciel. Je suis à peu près certain que c'est des débris spatiaux parce que ça ressemble pas vraiment à une étoile filante, un météorite ou un astéroïde qui tombe. Pas un astéroïde, mais une météorite qui tombe. Bon, c'est ma supposition, là. Ah, c'est peut-être un ovni aussi. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est désagrégé dans le ciel, là, vraiment. Là, avec une traînée en oui, puis en flamèche, en part ça, c'était vraiment quelque chose qui se désintégrait. Il n'y a pas eu de son. Moi, j'étais en auto. Et j'étais... c'était le soir. J'ai eu le temps de le voir du coin de l'œil. Mais ça, c'est des phénomènes qu'on peut qualifier de naturels, entre guillemets. Mais le vortex, en fait, l'espèce de nuage spiralé que j'ai pu voir... À cette époque-là, ça m'avait vraiment frappé. Là. Non, j'ai jamais revu ça. Puis moi, comme prof, on enseigne les différentes formes de nuages aux élèves. Puis je peux pas catégoriser cette forme de nuage-là. Là. Ben ça, c'est fun d'entendre des affaires de même. Moi, ça secoue un scientifique, c'est un méchant temps, puis j'aime ça. Ouais. J'aime ça, secouer la science. Si je veux pas trop détourner la discussion, mais je veux juste apporter un élément justement dans le même sens là, concernant l'énergie tellurique. C'est quelque chose que je racontais souvent à mes élèves. J'espère que vous allez voyager dans la vie, vous allez voir des trucs, tout ça. Mais si un jour, vous allez taper sur Internet, là, dans Google, là, Earthquake China, et vous allez avoir des images, pour la première fois, qui ont été filmées à cette époque-là, qui ont été prises à peu près 20 minutes avant le gros tremblement de terre qu'il y a eu en Chine, si je me rappelle bien, en 2007-2008, qui avait eu beaucoup de ravages. Et les Chinois avaient des cellulaires, puis ça a été filmé, puis avec des images de très bonne qualité. Il y a réellement des phénomènes s'apparentant un peu à des arcs-en-ciel, mais c'est pas des arcs-en-ciel qui ont apparu. Et c'est comme des espèces de nuages qu'on voit, puis c'est pas des nuages comme tels. On voit que c'est pas des nuages, puis c'est coloré selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est pas des arcs-en-ciel. Ça fait que c'est des lumières qu'on voit, qui ont été souvent vues, décrites, avant un tremblement de terre, et puis depuis quelques années qui ont été vraiment documentées scientifiquement. Et ces choses-là se voient régulièrement dans les montagnes, au-dessus des montagnes, là où il y a des failles telluriques, et c'est des choses réelles. C'est pas des choses que les gens auraient pu imaginer parce que ça a été filmé et ça a été documenté. Et vraiment, dans les dernières années, là, il y a eu vraiment des recherches scientifiques qui ont été faites là-dessus, et le phénomène il est réel, là. Oui, puis tu peux avoir des boules d'énergie qui sortent des formes aussi. Puis là, il ne faut pas dire, hey, c'est des ovnis, tout ça. Non, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, les espèces de nuages colorés? Ça me fait penser à des aurores boréales. Oui, ça ressemble à ça, mais c'est pas une aurore boréale. En plein jour, ça? En plein jour, oui. Ah, c'est en plein jour. Ouais. Earthquake China.
Juste à taper ça, vous allez voir tout de suite, Google va vous proposer sur YouTube là, des images de ça là, qui ont été prises une vingtaine de minutes, 30 à 20 minutes avant le gros tremblement de terre qu'il y a eu en Chine. Okay. Et les gars, on va devoir aller à la pause parce que c'est l'heure. Eh oui. Mais reste là, Raymond, parce que... Mais après la pause, on va parler avec Christian parce que on veut la connaître, son histoire. Moi, je la connais, mais toi aussi, là, mais... Benoît la connaît un peu parce que j'ai envoyé pas mal de Q et des vidéos, mais les auditeurs ne la connaissent pas tous, son histoire, et on va en parler parce qu'il reste quand même juste 1 heure à l'émission, ça passe vite. Alors, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. De retour en ondes, on est avec Christian Benoît. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Je mets des M. Là, je le dis. Qu'est-ce que tu fais à mon ordinateur? Raymond Choquette. J'allais t'annoncer, puis ça fait 2 fois, là. Les amandoirs sont là. Hey, ça fait 2 fois là, que ça m'arrive, là. Puis c'est pas normal parce que ça n'a pas tenu, là. Je fais mes... En tout cas, bref. Je pense que tu dégages. Ben non, c'est Christian qui dégage ici en studio. Mais avant la pause, on a parlé tantôt de cette espèce de nuage qui est très coloré que Benoît parle. Et comme j'ai posé durant la pause, c'est une forme de gaz, en fait, que je me répète, qui émane de la planète, de la Terre? C'est pas tout à fait ça. Je suis pas un expert, là, c'est encore dans ce genre de truc-là, mais s'il y en a qui écoutent et qui connaissent un peu mieux le phénomène, ils pourront me corriger. Ben, disons, j'ouvre la porte pour des explications, mais c'est un phénomène, moi, je pense personnellement, là, qui est lié au phénomène piézoélectrique. C'est en fait, avant que le tremblement de terre soit produit, c'est un phénomène relié à la croûte terrestre. Il y a une compression de la croûte terrestre. La roche est comprimée et on sait que quand il y a des minéraux qui sont comprimés, il peut y avoir une formation d'un courant électrique. Et qui dit courant électrique, dit également champ électromagnétique. Une formation, c'est directement lié avec les électrons qui sont en circulation ou en électricité statique. Et l'énergie serait assez puissante pour aller interférer avec la ionosphère. Et là, à ce moment-là, il y a une formation d'énergie. Les électrons sont excités et les atomes sont excités, pardon. Puis à ce moment-là, ben, il y a émission de lumière. Donc, c'est un phénomène qui a été vu, comme je le disais avant, qui a été aussi également documenté scientifiquement, qui a été filmé, qui a été vraiment vu. C'est réellement un phénomène physique que l'on peut expliquer. Alors, donc, il y a quelque chose qui se passe vraiment physiquement. C'est pas un gaz, c'est vraiment de l'énergie. Probablement qu'à ce moment-là, ça permet aussi de pouvoir assister à d'autres phénomènes qui sont plus subtils pour des personnes sensitives. Et mes hypothèses, là, je tombe vraiment dans le domaine de l'hypothèse, mais disons que ça rouvre la porte à quelque chose qui peut amener des explications. Ben, c'est pas mal ça, la science, hein? Des hypothèses, oui, hypothèses, mais qui n'a pas de confirmation tout le temps dans ça. On y va avec, on y va avec des suppositions mais c'est un peu comme on fait, nous aussi. On a une méthode scientifique d'approche. Mais maintenant, on aimerait, je pense, entendre l'histoire de Christian. L'histoire de la porte dimensionnelle qu'il y a eu sur le... Elle est fermée. Elle est fermée. Oui, mais je veux dire, c'est pas la première fois que tu vis, que tu vois des choses, mais j'aimerais, avant tout, qu'on connaisse ton histoire, confirmer quelque chose. Okay. Dans les années 70, tu as eu un cancer... Non. J'étais... OK, j'ai eu la maladie de Crohn, pour ceux qui connaissent. C'est la maladie, c'était pas un cancer. Non, c'était pas un cancer. Ça, c'était plus tard. Okay. La maladie de Crohn, c'était fin 78, puis ça s'est réglé en 80. OK. L'histoire du cancer, ça s'est réglé. C'est apparu après l'histoire de la porte. OK, donc, c'est pour ça que je veux qu'on en parle, parce que c'est un détail qui est très, très important. C'est que tu as vu, même pas dans l'intérieur d'un an, je dirais peut-être 1 an après, à peu près quelques mois, tout près d'1 an, le cancer, tu as eu un cancer qui s'est développé après avoir vu cette porte dimensionnelle-là. Okay. Mais là, on va t'en reprendre un petit peu. J'ai vu la porte. Oui.
Ça, c'était au mois d'août. Oui. Au mois de juin de l'année suivante, j'ai vu 2 grands gris. OK. Là, à ce moment-là, ça a parti après ça. Après avoir vu la porte et les 2 grands gris. Là, ça a parti. Puis là, ben, c'est un cancer de la prostate, mais c'est que là-dedans, c'est qu'il y a des choses qui se produisaient, puis que je voyais de plus en plus. Alors, ça a changé en cancer des os. Mais là, c'est qu'est-ce qui est le plus troublant là-dedans? C'est que j'ai les symptômes. J'ai eu des traitements de chimio, des traitements en hormonothérapie, mais tout ce qui est au niveau du sang, l'hémoglobine et tout. Le système immunitaire, il est à peu près à 80% comparativement à une personne normale. Mais on sait qu'à suite à des traitements de chimio puis en hormonothérapie, le système immunitaire baisse de beaucoup. Bien, genre, c'est ça. Là, toi, tu es à 80%, mais en principe, tu peux tomber à 20%. Non, peut-être pas à 20, mais ça peut tomber à 50, qui veut dire que... j'ai vu ça à 20. C'est pas fort, là, mais c'est rare, mais c'est vraiment faible. Mais c'est qu'on devient plus fragile à des maladies, à d'autres maladies infectieuses. Mm-hmm. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas du tout. Les prises de sang sont normales à 80-90%. Et les médecins en pensent quoi de ça? Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. C'est un phénomène, en fait. Oui, un phénomène. Là, dernièrement, le dernier problème que j'ai eu, c'était la paupière qui descendait, qui enflait, puis que ça disparaissait. Aucune infection, aucune bactérie, rien. L'œil est normal. Par 6 reprises en dedans de 1 mois, 6 médecins différents en ophtalmologistes qui ont étudié là-dessus, qui ont vérifié. Rien. Tous les examens que tu passes ne comprennent pas ce que tu as. Bon, ils disent qu'il y a une métastase, mais point. Une métastase derrière? Non, qui est sur l'os. Qui est sur l'os vis-à-vis ton œil. Mon œil. Mais ils ne comprennent pas que ça interagit de cette manière-là. J'ai 3 disciplines de médecins qui sont là, mais qui ne comprennent rien. Les 3 ne sont pas capables de dire... Il y a un oncologue, il y a un infectologue, puis celui qui est pour l'œil. Ophtalmologiste. Ophtalmologiste. Les 3 ont des lignes de pensée différentes. OK. Ils passent des examens, ils ont dit t'as ça. Ils passent des prises de sang, puis c'est ça, pas plus que ça. Je trouve ça juste curieux que tout ça, ce cancer-là, ces cancers-là, parce que c'est 2 en ligne là, que tu as, c'est un qui s'est transféré. C'est parce que si on suit le processus, la prostate tombe dans les ganglions peuvent tomber dans les organes vitaux ou dans les os. Et toi, ça a tombé, ils ont choisi les os. Ils ont choisi les os. Mais tout ça après avoir vu la porte dimensionnelle et les grands gris sur le bord du fleuve. Mais on va commencer par la porte dimensionnelle. Tu as vu ça en 2016. Oui. Tu te promenais à bicyclette sur la route 132 et tu croises le chemin Choyen. OK. Et explique-moi donc, justement. Ouais. Pour les gens qui connaissent le secteur, j'arrive de Lobinière. Vers l'ouest. Et tu t'en vas vers l'est. Je pars de l'ouest pour m'en aller vers l'est. Mm-hmm. Je suis sur le bord de la 132. Qui fait que ce chemin-là, on devient qu'on développe une seconde nature. On ralentit toujours parce que la forêt est assez... Les arbres sont assez près de la route. Mm-hmm. Environ peut-être une vingtaine de pieds maximum. Qui fait que les gens qui veulent voir la route sont obligés de s'avancer. Ça fait qu'à s'avancer, forcément, nous autres, on n'est comme pas protégés. Ça fait qu'on ralentit pour on regarde s'il y a des voitures qui arrivent. C'est un réflexe de cycliste. Moi, en étant comme cycliste, moi, je me réveille pour voir s'il y a des gens qui arrivent de ce rang-là pour venir sur la 132. Mais là, en me revirant, je vois la porte. Forcément, je l'ai dans la face. Pour m'avoir reviré, je ne l'aurais probablement jamais vu. Si tu n'aurais pas regardé dans cette direction-là. C'est sûr. Parce qu'elle était à ta gauche, ta droite. À ma droite, oui. Ça fait que j'arrête, j'en regarde ça. C'est un rectangle d'environ entre 4 à 5 pieds de large, environ
entre 8 et 10 pieds. Il y a un aide qui est à l'intérieur, mais à la distance d'où ce que je suis de la route, il faut qu'il soit assez grand. Quand je dis assez grand, il faut qu'il soit en haut de 7 pieds. Parce que moi, j'étais à peu près la porte est à peu près à 200-250 pieds de la route. Environ. Ça peut être plus, là, mais c'est difficile j'ai pas mesuré, là. Mais c'est environ, c'est en 200 et 300, mais ça peut être 250 aussi, là. Ça fait que là, je vois cette tête-là. À l'intérieur, il y avait une lumière brillante. C'était très, très, très particulier. Ça fait que là, je continue à regarder, mais là, la porte se referme. Mais c'est comme, pour vous donner une idée, quand je dis une porte qui se referme, c'est à peu près comme un écran plat. Il n'y a pas d'épaisseur. C'est pas une porte de 3 pouces là, qui se ferme. C'est réellement plat. Ça se ferme. Puis par la suite, c'est comme dans les émissions de Star Trek, quand il utilisait la téléportation. Là. Mm-hmm. Il y a deux lignes blanches qui partent, qui montent, puis tout a disparu. Ça, mais ça, là, tu es à peu près 300 à 400 pieds sur le bord du chemin. Peut-être pas 400, là. 300? 350? Moi, je dis en 250, là, à peu près. Là. Ça peut être un petit peu plus. Je suis là à bargainer avec toi là, pour la longueur. C'est parce que mon chum, il était là, Alain. Oui, c'est pour confirmer. Moi, je suis, en tout cas, ceux qui sont amateurs de chasse, moi, je suis chasseur. Et avec mon œil, je peux te dire que c'est à peu près à 300 pieds. Ah, ça se peut, là, regarde. Quand que je pratique au tir, c'est à 300 pieds. Puis c'est vraiment, je te dirais, c'est vraiment à 300 pieds. C'est sûr que c'est pas en bas de 250, ça, je peux l'assurer. Je peux le garantir. C'est pas en bas de 250. Ça, certain. On est certain. Bon, tu vois, on est. Même Raymond, j'y ai dit quand on a fait l'exploration des lieux. Puis ça, j'y avais dit, je dis, mon œil de chasse, c'est vraiment 300 pieds. Ouais. Puis, quoi, pour revenir à bon, on va dire 300, il n'y a pas de problème pour 50 pieds, là. Mais, mais 50 pieds, on va dire, comme on dit, ça fait différence. Ouais, des fois. Oui, des fois. Mais, pour la grandeur de ce qu'on voit, c'est pour ça aussi c'est ça, pour la grandeur. Mais qui fait que, quand ça refermait, c'est reparti. J'ai resté là... peut-être environ 5 minutes avant de repartir. Parce que je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Mais tout le temps que j'étais là... Tu n'avais jamais vu ça non plus, hein? Non, mais moi, c'est la première fois que je voyais ça. Mais tout le temps que j'étais là, on était comme dans une... j'étais pour dire dans un autre monde. J'étais comme décroché du monde où j'étais. OK. Puis progressivement, tu reviens. Je dis, ouais. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, le temps de réaliser, là. Le temps de réaliser. Là, il fallait que je reparte en vélo. Il fallait que je redescende à Sainte-Croix. Parce qu'à ce moment-là, je restais dans le coin. Puis c'est de là que je t'ai téléphoné le soir même ou le lendemain, je t'avais téléphoné pour qu'est-ce que j'avais vu. Oui, c'est... J'ai une question pour toi. Oui. Quand tu as vu le phénomène, là, l'air autour de toi, y avait-tu une humidité? Y avait-tu une grosse humidité dans l'air? Non, je pourrais pas dire qu'il y avait une grosse humidité. La température, c'était une température ensoleillée. Il faisait environ 25 degrés sans humidité. Qu'est-ce que j'avais? Il était sans humidité. Comme je dis, si je suis environ à 300 pieds de la porte, probablement qu'il y a certaines choses que j'ai peut-être pas dû observer parce que je n'étais pas si collé que ça sur la porte, qui fait que j'ai peut-être pas dû avoir connaissance de ces affaires-là. Mais d'où ce que j'étais, là, il n'y avait aucune odeur qui s'émanait de ça, à part de la lumière qui était réellement très brillante. Et à l'intérieur de cette porte-là, tu as vu un être? Oui. À couleur? La lumière était tellement forte, c'est que moi, j'ai vu l'être arriver. Si je regarde le fluorescent ici qu'on a en studio, je vais faire un exemple après, là. Le fluorescent du plafond, c'est plus blanc que ça? Oh, ça, c'est rien comparativement à ce que c'était. Ça, c'est du cool white. Si tu regardes mon écran d'ordinateur, page Facebook, admettons, le blanc derrière le fond d'écran. C'est réellement un blanc éclatant de quelque chose. Plus blanc que ça? C'était blanc, puis c'était éclatant. C'était éclatant, regarde.
Moi, mais pas le blanc Facebook, là. Non. Je veux dire, ça se compare pas? Non, c'est réellement un blanc pur et éclatant. C'est quelque chose de... moi, ce blanc-là, c'est la première fois que j'en voyais d'un blanc de même, puis surtout éclatant, là, c'était épouvantable. Ben, regarde, là, c'était comme le soleil qui pourrait être sur un... Mais sans éblouir. Sans éblouir, exactement. Qui pourrait tomber sur de l'aluminium, puis qui pourrait éblouir, là, mais c'était... mais sans éblouir. Ah, ben déjà, on a un bon cue, là. On a une bonne idée d'à peu près ce que ça peut... les couleurs, là. Mais l'ail, je l'ai vu. J'ai vu la forme de tout le l'ail, tout ça. C'était pas quelque chose de gros, physiquement, comparativement à sa grandeur. C'était plus grand que large. Oui, beaucoup plus grand. Il y avait une bonne perte d'épaules. La balance du corps, c'est qu'on regarde le tronc. Un beau svelte, là. J'appelle plus ça le svelte, là. C'était réellement petit, là. Mon Dieu, c'est-tu comme à peu près la définition de ce qu'on dit d'un grand gris? Ben, de qu'est-ce que j'ai vu, je dirais oui. Mais la couleur, tu me parlais, moi, d'un blanc bleuté. Ou ce qui rayonnait de ça, ou c'est... Cette tête-là, il était plus bleuté comparativement à la lumière blanche arrière. OK, c'est ce qui a fait que tu pouvais voir, là. Que je pouvais voir, mais qu'est-ce que je voyais, c'était comme une combinaison spatiale. Puis je voyais rien, là, pas de poils, pas de peau. Tu voyais pas les yeux, puis pas les yeux, rien. C'est juste le contour de l'humanoïde que tu voyais. L'humanoïde, je le voyais, là, je pourrais vous le dessiner, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est que la lumière, c'est sûr qu'en étant forte en arrière, c'est sûr que là, il y a bien des choses, des détails qu'on ne voit pas, là. OK. Est-ce que l'humanoïde, parce que ça, c'est une question que je ne t'ai jamais posée, est-ce que l'humanoïde en question a interagi avec toi? Est-ce qu'il t'a envoyé la main pour te dire « Ciao, bye, je m'en vais » ou, tu sais, quelque chose, y a-t-il une interaction, même que ce serait, je te dirais, télépathique, à la limite? Y a-t-il quelque chose qu'il y a eu? Il y a deux choses qui s'est passées. Je me suis senti sondé. OK. La deuxième réaction que j'ai eue, c'est que je l'ai comme pris par surprise. Il ne s'attendait pas que je le voie. OK. Puis là, il a comme reculé. Puis après, il est parti, mais... OK, il a reculé. Donc, il s'apprêtait à sortir de ce triangle-là, ce rectangle-là. Oui, il sortait, là. Il était en train de sortir, là. Là, il s'est fait pogner, culotte baissée, fait « Oh, palais, on revient le bord. » Ben, c'est ça, là. Sur quelque part, il était réellement sur le bord de la porte, là. Il s'apprêtait à sortir. Il est comme resté surpris. Je me suis senti enligné. J'ai senti qu'il m'a regardé. Ça, ben, il n'y avait pas personne d'autre alentour, là. Mais, c'est comme le gars qui regarde en arrière, c'est moi, c'est à moi que tu parles. Ben, c'était à moi, j'étais réellement visé. Il m'a réellement regardé. Je me suis senti sondé. Il a reculé. Bonjour, la porte a refermé. Mm-hmm. Puis ça a fait comme deux rayons, comme dans Star Trek. Bonsoir, on est parti. Ça a dû durer... Mais environ entre 20 à 30 secondes. C'est quand même long. Oui, parce que moi... C'est quand même long, 20-30 secondes. Tu as le temps de voir en masse. Même après 5 secondes, tu as le temps de voir clairement quelque chose. Il faut qu'on mette dans le contexte. Moi, je suis en train de rouler en vélo, je le vois. Le temps d'arrêter, que je me revire, que je la regarde. Quand je l'ai regardé, ça n'a pas duré longtemps, là. Ça a duré 5 à 10 secondes. Parce que là, je l'ai vu qu'il m'a regardé, qu'il me fixait. Puis après, il a reculé. Bonsoir, il est reparti, là. Mais il y a eu un temps de délai que moi, que j'ai arrêté. Puis j'ai pas arrêté. J'ai fait peut-être 75 pieds en roulant. Là, je voudrais spécifier aux auditeurs quelque chose. C'est que lors de l'enquête, parce que en fait, je l'ai souvent déjà dit, mais je vais le redire, je suis pas seulement qu'une animatrice radio, okay. Je suis une enquêtrice. Je fais des recherches au niveau ufologique. Je suis équipée pour faire des recherches sur le plancher, oui. Sur le plancher des vaches, comme on dit, sur le terrain. Mais en fait, on est allé, j'ai emmené avec moi, j'ai invité Éric Tessier de MUFON à venir avec moi enquêter. Exact. Avec toi sur le terrain. On est allé seulement que toi et moi. Ensuite, on est retourné avec Éric.
On est retourné. J'y vais à chaque année. Je suis allée la journée que tu m'en as parlé, on s'est rendu la semaine suivante. On est retourné. Moi, je suis retournée à l'automne pour voir le comportement des arbres et des terres, de la terrain, toute la récolte qu'il y a autour, voir s'il y avait un changement. Et je suis retournée au printemps suivant, l'été et l'automne suivant. J'ai fait ça pendant plusieurs temps. Là, ça va faire 3 ans. Et tu vois, l'année dernière, quand on est retourné, 0, le niveau de radiation était revenu à la normale. Je comprenais pas. Tout était beau. Même il y a 2 ans, en 2017, tout était revenu à la normale. Sauf en fin de semaine, quand on est retourné, qu'on a eu... Moi, ça me jette à terre parce que j'ai l'impression que cette porte-là, elle est toujours là, ou elle revient toujours au même endroit, je pourrais dire plutôt. Et avec Raymond et Jean-François, on a été témoins du taux de radiation qui a monté d'une claque, mais dans un endroit particulier, puis ça a donné que c'était où est-ce que la porte dimensionnelle a été vue en 2016. Et à l'époque, c'était le taux de radiation monté à 26 microsieverts, mais par contre, là, 24, c'est quasiment aussi fort. Là. Ça veut dire que probablement qu'on a revu, il y aurait eu une autre entrée dans cette dimension-là, à cet endroit-là, peut-être la semaine d'avant ou 2 jours avant, je ne sais pas. Mais c'est drôle, Raymond, est-ce que tu as le feeling qu'il fallait qu'on aille là? Oui. Puis c'est sûr qu'il faut que j'y retourne à cet endroit-là. Le samedi prochain, il y a des grandes chances que je vais être à la radio. Fait que s'il fait beau, même s'il fait pas beau, je vais me risquer, je vais aller faire un tour là. Oui, mais je pense que oui. Parce que c'est comme si on nous appelait à y retourner, puis c'est ça qui est bizarre. Oui. C'est une porte qui est temporaire, on va dire temporaire ouverte. Pas ouverte tout le temps, parce que les chiffres que tu as, tes données, c'est tout le temps là. Fait que tu sais, ça revient, ça repart. Puis c'est une sécurité pour eux, comme ça peut être une sécurité pour nous aussi, parce que si la porte serait tout le temps ouverte, imagine-tu, nous autres, on se promène, on tombe dans la porte, on se ramasse dans un autre temps, un autre lieu. Hey, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. La porte, là, elle reste ouverte une fois de temps en temps. Les autres qui arrivent, ils viennent faire leur recherche, leur observation, on ne sait pas quoi, c'est correct, puis la porte, elle se referme, tu sais. Ben, c'est ça. C'est intéressant, là. Ça, c'est très intéressant. Sauf qu'il faudrait faire comme une ligne sur une carte et dire, bon, il y a une porte là, il y en a une autre à 5 croix un peu plus loin, il y a sur le bord de la plage aussi. Tu sais, puis il y a aussi l'autre place là, que tu n'as pas montré encore, là, c'est comme en arrière de chez vous, là, mais un peu plus loin. Là, oui. Je suis sur Google Maps en ce moment. Là, dans le rang 2. Dans le rang 2 derrière. Moi, c'est ça tout ce que tu m'as dit qu'il y avait un ami qui avait mis des sensors, comme des appareils ont disparu dans le forêt. Là. Ben oui, on s'est fait voler. Éric, justement, Éric Tessier s'est fait voler ses caméras qu'il avait installées. Vraiment, moi, je vais te poser une question. Est-ce que la porte pourrait dépendre à une base souterraine? Ou dans une autre dimension? Non, mais dans le secteur. Est-ce qu'il pourrait avoir une base souterraine qui ferait que la porte pourrait apparaître occasionnellement? Tu veux dire qu'il serait en fait une porte d'entrée pour aller sous terre à cet endroit-là? Je ne sais pas, là, mais ça pourrait avoir un lien avec une base souterraine qui serait dans le secteur. Oui, ou elle pourrait être dans le fond du fleuve aussi, parce que dans le secteur de Rimouski et Rivière-du-Loup, il y a plusieurs êtres extraterrestres qui habitent dans le fond de l'eau. Oui. Fait que le fleuve Saint-Laurent, ça peut être la même chose. T'sais. Je veux dire, on a une base dans le fleuve Saint-Laurent du côté de l'île des Sœurs à Montréal. Puis, bon, il y a de l'action là. Fait que dans ce coin-là, il faudrait faire des recherches autour de cette porte-là. 1 kilomètre, 2 kilomètres autour de la porte, on va peut-être trouver quelque chose. J'ai justement reçu un texto tantôt de Jacques qui me dit que dans le coin de la rivière Jacques-Cartier, en face de Portneuf, dans la région de Portneuf, même en 1965, il y a eu des personnes qui ont observé des appareils entrés dans l'eau ne sont jamais ressortis. Tout ça se fait dans cette zone-là. Puis, j'ai eu d'autres observateurs aussi qui nous mentionnent avoir vu des boules, des sphères. Regarde, j'en ai vu souvent des sphères au-dessus du fleuve, là. Mais il y avait comme une sphère orangée qui tricotait, genre, à la base du fleuve, juste au niveau du fleuve. Et il y avait comme des sparks électriques qui partaient de cet engin-là, s'en allait dans l'eau, ça remontait vers... c'est comme s'il envoyait une énergie où...
J'ai eu l'impression que cette boule-là faisait de la soudure à quelque part. Mais la manière que c'était dit, là, la manière que ça a été exprimé, c'est comme s'il faisait de la soudure sur l'eau, qu'il s'envoyait des sparks électriques. Comme si, quoi, il referme-tu une faille, il rouvre-tu? Habituellement, c'est des ovnis qui vont prendre de l'énergie. Oui, c'est ça. J'ai des contacts chez Hydro-Québec qui me disent pas très mort. Il y a des endroits au Québec que nos techniciens ont vu des ovnis qui survolaient des lignes à haute tension. Effectivement. Ça, hey, c'est quelque chose, là, tu sais. Effectivement, et j'ai des témoignages de ça aussi, fait que je confirme ce que tu dis. Pas pour l'avoir vu personnellement, mais parce que j'ai des témoignages qui l'ont vu souvent dans la base, parce qu'à Sainte-Croix, on a une genre de petite mini-centrale hydro. Oui, je l'ai vu, oui. Bon, ben c'est au-dessus de ça, des sphères, des boules, la forme de cloche. Ça a été vu dans ces coins-là aussi. Mais aussi, il faut pas qu'on oublie qu'à Sainte-Croix, on a une faille au niveau du fleuve. 2 failles. Oui, Deux failles. Il y en a la faille Yamaska et la faille de Logan qui se croisent à peu près à l'endroit où est-ce que tu as vu les deux grands ça. gris sur le bord, ou tout près, parce que c'est vers... il y a une chute là, dans le bas de la côte. C'est à peu près dans ces coins-là. Exact. Il y a un croisement quelque part, mais c'est drôle parce que c'est entre le rang 3 et le rang 2. La faille de Logan est là. Oui. Qui tombe, qui croise Yamaska à un moment donné. Mais bref, il y a eu beaucoup... Toutes les observations qui ont lieu sont toutes dans ce secteur-là. Oui. Ben, il y en a beaucoup. C'est pas des sphères qui émanent... C'est pas une gaz qui émane du sol, comme tantôt ce que tu parlais, Benoît. C'est absolument pas ça. On voit vraiment la forme, soit sphérique, soit triangulaire, rectangulaire. Nous, on a vu en 2001 ce qu'on appelle un vaisseau noir avec vraiment qui ressemble à une roche. On l'a dit la semaine dernière. Ça avait l'air vraiment solide, là. Ben oui, c'était solide. Je le voyais, c'était cabosselé. Moi, je voyais le cabosselure parce qu'il y avait comme un quartier de lune très peu éclairé, mais les lumières de rue éclairaient en arrière et ça a fait comme un reflet. J'ai pu voir l'engin. Je peux te le dessiner. Ça ressemble, je te dirais, la forme d'une souris d'ordinateur. OK. Mais donne-y, au lieu d'être arrondi, donne-y des petites formes carrées. Une structure. Une structure, c'est ça. Moi, avant de venir à l'émission, parce que je me suis dit, ils vont sûrement parler des gris et tout ça. Fait que j'ai fait un petit peu de recherche, puis je suis allé revoir certaines lectures que j'avais faites. Puis j'ai essayé de faire un résumé des types d'apparitions. Puis il y en a. Donc, ça veut dire que quand je parlais tantôt, c'était une étude. C'est vraiment organisé, structuré. Il y a du monde qui ont vraiment essayé d'organiser, puis de ces connaissances-là, ces visions-là, puis d'essayer d'en faire une synthèse. Puis il y a comme 3 types d'apparitions que moi j'ai notées. Il y a la première, c'est les extradimensionnels. C'est des rencontres, donc, qu'ils appellent ça, ça c'est emprunté à Jean Cazot, là, le terme, on va faire la référence. Les rencontres spectrales induites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois quelque chose. Avant ça, tu ne le voyais pas, puis tu arrives à un événement, face à un événement, puis ça se peut que la personne qui est un petit peu plus loin ne voit rien. Mais toi, on dirait que tu es comme dans une espèce de zone où tu vas voir quelque chose apparaître. Après ça, il y a ceux qui, au niveau des gris, ceux qu'on rencontre physiquement dans notre réalité, mais qui disparaissent vite. Je pense que ton deuxième cas, c'est plus ce genre de situation-là que tu as vécu. Peut-être que le premier cas, on peut l'associer à la première explication, l'extradimensionnel. C'est deux choses différentes. C'est ça, hein? C'est 2 choses carrément différentes. Là. OK. L'autre, les 2 grands gris, c'est réellement physique. C'est... il n'y avait aucune lueur quelconque qui était en périphérie. C'était réellement en nature. Puis, donc, c'est physiquement, c'est apparu physiquement, tu l'as vu physiquement, mais mais à quel moment? Ben, tu ne l'as pas décrit encore, cet événement-là. Non, je ne l'ai pas décrit encore. Mais disons que je vais prendre un petit peu les devants là-dessus. Puis, tu expliqueras, ça va probablement confirmer un peu le type là, de... OK, je pourrais en parler. Oui, vas-y. Cette journée-là, c'est une journée encore qui fait beau, ensoleillé. Moi, à ma gauche, je m'en vais toujours vers l'est plutôt. À ma gauche, j'ai le fleuve. À ma droite, j'ai un cap d'environ une centaine de pieds environ. Puis, je me promène. Puis, je pense qu'on connaissait le secteur. Toutes les deux, on connaissait le secteur. Où il y avait une genre de petite chute. Exact. Je connais 2 gros arbres. Oui. Mais c'est que moi, je voyais bouger. Puis, j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, ça a l'air d'être gros. Je me rapproche. Mais là, je voyais que c'était réellement 2 grands gris.
il y en a un qui était penché dans l'eau, à taponner après quelque chose. Puis l'autre, lui, il m'a regardé. Je me suis senti encore sondé. J'ai dit, j'ai comme pas affaire ici. C'est ça, je me suis reviré, je me suis en allé. Ça fait que là, dans la même journée, je vois Carole, je lui parle de ça. On retourne sur place avec... on était 5 personnes. Mais là, on voit des choses qui est incompréhensible. Puis, c'est pas des choses qui ne sont pas normales. Pour nous autres, qu'on voyait que c'était pas normal. Donc, un poisson, Carole va pouvoir confirmer. Oui, mais regarde, on va aller à la dernière pause parce qu'il nous reste 20 minutes à l'émission. On va aller à la dernière pause en espérant que Raymond ne pètera pas encore mon système, mais qu'on revienne. On revient tout de suite après. De retour pour la dernière demi-heure d'émission. Je pense que on n'aura pas beaucoup de temps pour la terminer, mais j'aimerais ça que, Christian, tu nous dises, en fait, ce que tu as vu, là, tu disais tantôt, tu avais les grands gris, tu en avais un qui était accroupi, qui touchait au sol, et tu en avais un autre qui était dos à ça, mais face au fleuve. Celui qui était accroupi, il était face au fleuve, accroupi dans un bassin d'eau. OK, c'était un bassin d'eau. Oui, le petit l'autre, genre il était debout. Restant de ruisseau qui restait, qui coulait du... Exactement. Okay. L'autre, il était debout, dos à falaise, puis lui, il spottait partout. Mais on tombe encore dans le coin, que juste en face de ça, c'est la rivière à Donnacona. Regarde, la chute à Sainte-Croix est carrément sur la map vis-à-vis la rivière Jacques-Cartier et le quai des Écureuils est juste en face de là. C'est un endroit spécifique où il y a beaucoup d'observations. Je te dirais que là, cette fois-ci, j'ai fait affaire parce que j'aime ça aller chercher d'autres enquêteurs pour faire l'enquête en commune avec d'autres, parce que c'est le fun, ça m'apporte un témoignage différent. Oui. Il y a ces questions différentes que je me suis dit peut-être bien qu'il va fonctionner différemment de moi. Fait que j'aime ça travailler avec d'autres enquêteurs parce que en plus, ça donne plus de témoins à ce qu'on peut découvrir. Exact. Et Jean Morissette de l'AQU a trouvé au sol un poisson d'à peu près 18 pouces, je dirais, 15 à 18 pouces, les yeux vraiment découpés comme au laser et manquant les organes génitaux à ce poisson-là. Oui. Uniquement les organes génitaux, où est-ce que ça a été? Puis j'ai pris des photos de ça, on les a rendus publics. Et il n'y a rien d'autre. Si ça aurait été quelque chose animalier qui ça serait pris, me semble comme un aigle. Il aurait mangé le poisson complet. Mais qu'est-ce qui est le plus surprenant? On a fait à peu près 500 mètres plus loin. Quand on est revenu, le poisson n'a jamais été là. Il était disparu. Oui, non, justement. Là-dessus, on l'a déjà dit en ondes, on va le redire. Ouais. On a croisé un jogger qui s'en venait en notre direction. On est environ entre 2 et 3 kilomètres auberge. Aucun chalet dans le secteur, aucune résidence dans le secteur, parce que, de toute façon, tu peux pas en avoir, tu as le cap. Ouais. C'est le cap, puis tu n'as aucune possibilité d'avoir un chalet dans ce secteur-là. Puis quand la marée est haute, tu es pogné sur le bord, à moins d'avoir les pieds dans l'eau. Exact. Pour te retourner. Fait que, donc, le jogger passe, et quand on s'entend pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe dans ce secteur-là. Exact. Et le jogger faisait son passage et laissant derrière lui des traces au sol, comme quoi quelqu'un, quand on court sur du sable, ça cale. On voit les traces qui calent au sol. Et ces traces-là, on les a vues s'en aller. On a vu l'homme s'en aller vers l'est, mais à un moment donné, on se revirait de bord, puis il est où? Il est plus là. Complètement disparu. Plus là. On est 5 à l'avoir vu. Là. Exactement. On était 5, effectivement, 5 enquêteurs sur le terrain. Bien, 5 avec toi incluant, plus une autre personne, c'est ça, qui a voulu voir, qui s'est intéressé au phénomène.
Mais sur les 5, là, il nous a tous regardés un en arrière de l'autre avec un signe de tête, baissant les yeux, comme c'est pour nous envoyer un sourire sans parler, là. Mais ça m'a... Ben voyons, moi, j'ai jamais vu cette personne-là. Puis en plus, l'été, à peu près 3000 habitants dans le coin de Sainte-Croix. Je l'ai jamais vu, ce monsieur-là. Jamais, jamais. Puis je ne l'ai jamais recroisé, mais... Moi, je l'ai croisé. Toi, oui. Oui, moi, je l'ai croisé à 2 reprises. Et où est-ce que tu étais quand tu l'as recroisé? Je l'ai vu une fois au Mont-Bel-Air. Qui est loin, c'est de l'autre bord du fleuve, là. Oui, du bord du fleuve, en montant dans le Mont-Bel-Air, puis l'autre fois dans un terrain de centre d'achat. Donc, ça fait loin un peu, fais du jogging, toujours où ce que t'es, c'est bizarre, hein? Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé bizarre, surtout au centre d'achat, c'est que il m'a juste dit un petit quelque chose, puis il a dit, il est reparti, puis on s'entend qu'un terrain de centre d'achat, un stationnement de centre d'achat, c'est assez grand. À Québec, c'est assez grand. Mm-hmm. Je l'ai jamais revu. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le jogger, quand il est passé près de toi? Parce que cette fois-là, tu étais censé descendre à Sainte-Croix. Oui, je devais venir te voir. Oui. Puis il m'a dit, tu comprends pas une chose de même. Il dit, pourquoi tu cherches de quoi que tu sais déjà? Il dit, tu comprends pas. Je servirai si t'en allais. Puis j'ai pas filé. Oui, parce que tu t'es mis à faire une hausse de fièvre, si je me trompe pas. Ben, une hausse de fièvre, j'ai grelotté. C'est comme si j'étais sur le bord d'une pneumonie, quelque chose de même. Aussi, en plein été, en plus. En plein été, puis tout ça. Puis je l'étais pas malade, là. J'avais rien, puis ça... Je l'ai pas revu dans le coin, puis ça a disparu. Après avoir vu, en plus, ce monsieur-là. Ouais. Moi, ça m'a comme... c'est pour ça, tantôt, que je faisais un lien un peu avec les maladies. Est-ce que j'avais d'affaires à voir qu'est-ce que j'ai là? Mais est-ce qu'ils ont un certain contrôle que je sais pas, là? Mais pourtant, les grands gris que tu as vus, celui qui t'a regardé, tu as eu le même feeling que celui que tu as vu dans la porte dimensionnelle? Oui, quelque chose de similaire, oui. Le fait de te sentir scanné, là? De me sentir scanné, de me sentir observé de l'intérieur. Quelle a été ta réaction quand tu as vu... Parce que faut que je dise aussi qu'il y a eu un hélicoptère qui a traversé du côté... Pas Cap-Santé, c'est Neuville, dans ces coins-là. C'est passé des écureuils, à peu près à la hauteur des écureuils, qui a traversé, qui s'est emmené direct où ce qu'on était. Là, c'est la différence, c'est que la porte, ça l'a fermé, ça l'a parti. Oui. Tandis que les deux grands gris, ils étaient là physiquement, ils étaient là. OK. Puis ils sont pas partis. OK, mais ils sont pas restés sur le bord de la grève, là. Ben non, ils n'étaient pas nécessairement, il y avait les armes qui les protégeaient. Là, moi, c'est que quand j'ai vu ça, je suis reparti, j'ai pas resté là, j'ai pas pris de chance, j'ai dit non. T'as eu peur ou pas? J'ai été carrément pas pris de chance. Je m'attendais pas. J'étais prudent. Ouais, j'étais prudent sur ce qui se passait parce que, bon, c'est quelque chose que je sais pas, que je connais. Ben, je savais que ça pouvait être je savais que c'était des grands gris, mais c'est quoi qui pouvait arriver, je le savais pas. Je pouvais pas détecter, dire, je suis menacé. Tu sais quoi, sur qu'est-ce qu'ils ont fait comme scanning qu'on pourrait appeler, ça n'a pas été une menace. Non, mais ton feeling était bon ou pas bon? T'as ni un ni l'autre. C'est comme si les autres vérifiaient pour voir si... Si toi, t'étais bon ou pas bon. Exactement. Si j'étais pour faire de quoi ou pas. T'es-tu comestible ou pas? Ouais, ça fait que là... mais c'est pas... On va lâcher le poisson. On va prendre d'autres. Ouais. Mais je suis pas resté là. J'ai dit tout simplement, regarde, je suis pas à ma place. Là. Mais de toute façon, ce que je veux aussi dire avant de laisser parole à Raymond, que sûrement une question, quand on a revu... Quand on a vu le gars, le jogger passer, et qu'on est retourné, on s'est retourné, puis oups, il n'est plus là, on s'est ramassé, on a suivi ses traces de pas, qu'on voit clairement qu'elle s'est tournée, oui. Comme s'il avait fait un saut. Tu sais, un saut tu sais, comme on fait un saut de longueur, là. Il aurait fait ça comme laisse des traces vraiment calées, comme s'il avait fait un saut en longueur ou en hauteur, peu importe, mais qui s'est servi de ses pieds, pouf! Plus de traces. Aucune trace de pied suite à ça. Ça, on l'a trouvé assez capoté, là. Oui. Bien, l'autre affaire qui était capotée, c'est les marques
Au sol. Au sol, qui était carrément pas un animal connu. C'était pas des pas d'humains, ça, c'est sûr. Non, c'est effectivement. C'était des 3 griffes. Des 3 griffes. De la largeur de 17 cm. Et les griffes étaient beaucoup plus larges que mon pied. Là. J'ai pris des photos et il y en a eu 2. On a retrouvé 2 de ces... c'est Jean Morissette qui a observé la griffe qui était tout près du poisson. Et on s'est dit, crème, le poisson va être notre chose de secours, tu sais, comme notre drapeau qu'on va planter pour savoir qui est là. Mais qu'on vienne, on amènera le poisson pour le faire analyser. C'est ça. Quand on est revenu, plus de poissons. Mais il n'y a pas d'animaux là, qui viennent sur la s'il y aurait eu un renard ou quelque chose, on l'aurait vu, là. C'est pas le cas. Parce que entre le cap et le fleuve, il n'y a rien. Il y a nous. Et sur du sable, on n'a jamais vu aucune bête. Ou c'est un aigle qui l'a ramassé, ou c'est le jogger qui l'a ramassé. Si le jogger l'aurait ramassé, il aurait repassé à côté de nous autres. Mais il n'a jamais repassé à côté de nous autres. Non, c'est ça. Puis on ne l'a jamais vu, même à 5 km plus loin, parce qu'on peut voir la plage jusqu'à 5 km plus loin, mais on ne l'a jamais revu. C'est ça qui est bizarre. Oui. Mais Raymond, je vais te laisser poser une question. Si... Oui, c'est juste c'est pas des questions, là, c'est juste des petites réponses pour vous autres. Là. Premièrement, votre jogger, là, on s'entend, c'est pas un être humain. Okay? Il y a trop de coïncidences là, qui est pas normal. Là. Surtout que si tu me dis que tu l'as vu dans un autre endroit au Mont-Bel-Air, on s'entend que c'est pas un humain qui se promène un peu par nous qui fait du jogging. C'est vraiment un observateur. La façon que tu me le décris, son comportement, OK, ça me fait penser à des gens qui m'ont témoigné, justement, qui ont vu des doses de personnages dans le métro de Montréal, tu sais, puis qui observaient tout le monde, puis bon. Fait que ça, c'est pas un gardien, mais je dirais plutôt c'est comme un observateur, tu sais. Il lui voit qu'est-ce que vous faisiez, qui vous étiez, parce qu'il était capable de cerner votre énergie un peu, là, OK? Ça, c'est une chose. Que surtout s'il y a des traces au sol, puis ça disparaît, puis qu'il y a des longueurs de pas, puis qu'il y a des traces bizarres, puis tout ça, on s'entend, c'est lui se poser des questions, savoir qui vous étiez, puis qu'est-ce que vous venez faire ici. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, là, je me dépêche, parce que je vois l'heure qui défile rapidement. Au sujet des grands gris, OK, il y a bien des gens qui me posent des questions, c'est-tu des bons, c'est-tu des pas bons? Les gris, là, il y en a 2 sortes, en fin de compte. Il y en a, c'est des pas bons, c'est ce qu'on appelle des gris qui enlèvent des gens, puis tout ça, OK? T'as des moyens gris, puis des grands gris qui sont pas bons aussi. Puis t'en as aussi un autre groupe, qui sont durs de faire la différence entre les deux, c'est sûr. T'en as un autre groupe que, comme ceux de Sainte-Croix, tu peux avoir des petits gris, ou des moyens gris, OK? Carole Lausa, à un moment donné, elle me parlait qu'elle avait vu un gris dans sa porte patio, tu sais? Fait que c'est mon fils. T'en as des bons aussi là-dedans, là. Tu sais, fait que des gris, c'est pas juste des pas bons. C'est comme des êtres humains. T'en as des bons, t'en as des moins bons. Ça, c'est incurieux. Ça, là, c'est incurieux, je pense même. Parce que c'est mon fils qui l'a vu, pas moi. Moi, je l'ai senti. Okay. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu. OK. J'avais la chienne, ben trop chienne. Je le sentais. Ce qui se dégage est tellement puissant et fort que j'étais pas capable de rester. Non, j'avais la peur. Je me sentais en danger. C'est aussi simple que ça. C'est particulier. Bouge pas, Raymond. Reste là. On a Manon en studio. Bonjour, Manon. Allô, allô. À Codef 3.0. De quoi on parle aujourd'hui? Il y a une grosse émission en vue aujourd'hui. Je reçois Patricia Lavoie. Comment je vous la décrirais? C'est vraiment une force puissante qui a dépassé la connaissance humaine. Manquez pas ça. Hein? Ouais. C'est comme ça que je vous la résume. Ça fitterait même bien dans le cadre de ton émission. Ben voyons donc ça. Ce sera l'histoire inspirante de la semaine. Je recevrai également Guy Junior qui va nous parler de Destination Expérience Lévis. Et bref, on a plein de sujets. On va vous parler de ce qui est ouvert, de ce qui est fermé. On va vous amener aujourd'hui à répondre à la question comment faire d'aujourd'hui une meilleure journée qu'hier? On va vous donner des trucs et astuces pour y arriver. C'est intéressant. Ouais. Fait que ça va être bien le fun. Restez là. Ben oui, c'est clair. Yes. Ouais, bonne émission. Merci. Mais là, il nous reste à peu près 4 minutes à notre émission. Raymond, qu'est-ce que tu aurais à ajouter pour terminer ton... Parce que là, la semaine prochaine, tu reviens. On va avoir Donald Cyr, qu'on voit sur Donald Lufo-Cyr sur sa page Facebook. La semaine prochaine, il va être en studio et tu vas venir nous rejoindre aussi. Tu vas être là.
Si tout va bien? Oui, si tout va bien. Écoute, pour finir l'émission rapidement, je vous dirais que présentement, dans le ciel québécois, il y a beaucoup d'observations d'OVNI, beaucoup plus que l'année passée. Ça, c'est une chose, OK? Clairement. On sait que c'est des vaisseaux de l'Alliance, ça veut dire que c'est des bons extraterrestres. C'est des vaisseaux lumineux. C'est pas des vaisseaux en forme de triangle et tout ça. Ça c'est pas bon, là. C'est de la marque, cette affaire-là. Qu'est-ce qui est boule lumineux? Des boules de lumière, ça, c'est des bons vaisseaux. OK? Fait qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui me témoignent. Hey, on a vu tel ou tel être. Côté Vortex, c'est la même chose. Les portes interdimensionnelles, il va y en avoir de plus en plus qui vont s'ouvrir. On connaît pas la raison, le pourquoi, mais c'est ça. C'est comme ça. OK. J'aimerais ça te remercier d'avoir été là. Raymond, c'est très apprécié. Merci beaucoup aussi à Benoît Maranda, notre petit scientifique attitré à Zone Parallèle, je l'espère. J'aimerais bien te revoir. Je sais que tu reviens vers la mi-juin, vers la dernière émission. J'aimerais que tu sois là aussi. Oui, on pourra voir, ça dépend. C'est ça. Ça me fait plaisir, si c'est possible. Ben oui, si c'est possible. Et j'aimerais ça, avoir mon petit scientifique. J'ai mon neveu aussi qui est dans la neuroscience, que je vais revoir ultérieurement, mais là, pas en ce moment. Ça ira pas avant l'automne prochain. Okay. Mais j'aime bien aussi parler science et avoir l'œil différent d'un scientifique. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Je suis contente d'avoir enfin pu te parler. C'est drôle parce qu'on a comme parlé autrement de ça. Oui. Ça, on maturise avec oui. depuis 3 ans, parce que ça va faire 3 ans, cet événement-là. Puis il y a des questions auxquelles on pense à poser avant même 3 ans plus tard, parce qu'une enquête n'est jamais terminée. Exact. Quand on sait qu'il y a toujours quelque chose qui peut... Ça reste toujours ouvert, en fait. Mais la seule chose que je pourrais dire, pour en terminer, il y a beaucoup de choses qui ont maturé, mais qui ont avancé, qu'il y a d'autres choses qui se sont produites. Oui. Que plus tard, on va peut-être parler. Oui, c'est clair. La semaine prochaine, je pense qu'avec Donald, on va parler aussi sûrement de phénomènes... Tu peux me confirmer, Raymond, un peu, c'est pas mal, il parle Bigfoot ou il fait des recherches? Oui, c'est un monsieur qui est très ouvert d'esprit, qui a beaucoup de dossiers sur tout ce qui est ufologie, évidemment, qu'est-ce qui est Bigfoot. Non, c'est très, très intéressant, ce monsieur-là. Mm-hmm. Bien hâte de le... Je pense que oui. 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 OK. Alors, sur cette la minute qui nous reste, merci beaucoup, Raymond, d'avoir été là. Présentement, je ne vous ai pas parlé de la météo. Ce que je vais me faire gronder, c'est bête. Présentement, il fait 11 degrés sur Lévis. Soleil, nuages, passage nuageux, mais on annonce encore de la pluie. Possiblement, en tout cas, cet après-midi, on a un pourcentage, je ne sais plus ce qu'il est, le pourcentage d'averse. C'était pas énorme, je pense, en après-midi, mais quelque peu, 40 % de probabilité. Cette nuit, on annonce 8 degrés, mais aujourd'hui, on va atteindre les 14 degrés. Demain, de la pluie. Lundi, de la pluie, mais avec 20 degrés. 90 % de probabilité. C'est pas un beau week-end de fête, mais en tout cas, bref. Au moins, on le sait. Alors, sur ces dernières belles paroles, je vous souhaite un bon week-end à vous tous et toutes. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!